Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Loop, 19e épisode de la saison. Je suis ravi de vous accueillir sur ce petit plateau. Comme d'habitude, jeudi 18h, votre petit rendez-vous. Très heureux d'avoir un plateau en plus très varié aujourd'hui avec, vous allez le voir, hein, des personnes très cool. Ah, vous êtes là dans le chat, ça me fait plaisir. Vous êtes très, très contents et je le suis également. Petit jour spécial, en plus, une émission qui va durer 2 heures et pas spécialement plus. Hein, je tiens à vous le dire, il y a l'Olympique Lyonnais qui joue à 21h. Et croyez-moi, je vous regarde dans les yeux, je vais pas rater ce match. Vous pouvez en être certain. Un petit plateau spécial aujourd'hui avec désormais, ça va faire 2 mois maintenant qu'elle est titulaire assez régulière. Ouais. Anaïs, bonjour, comment vas-tu? Mais très bien, merci Isaac. Je sais même plus combien je suis d'émissions maintenant. Ça va faire ta 4, 5e, facile. Oui, je pense, ouais, facile. Toujours un plaisir de venir. Donc, tranquille, tu vas bien? Mais très très bien, ouais. Très joli pull. Je tiens à le dire, on s'est accordé en Adidas comme ça. Putain, madame, il envoie un petit peu. Habituellement, elle fait très old school et tout. Il est un peu vintage, ouais, j'aime bien. Ça change, ah oui, ça change de la chemise avec le blazer. Habituellement, vraiment, elle venait avec chemise, blazer et tout. Et là, il est vrai que elle est venue plus. Ça veut dire que t'as pris. Non, mais ça veut dire que t'as pris tes marques. Ah, peut-être aussi. Que tu te sens plus à l'aise, donc du coup tu viens plus décontracté. J'étais surtout en RTT, donc du coup j'ai rien foutu de la journée. On va en rediscuter de ça, tu vas nous dire. On est également aujourd'hui avec l'invité qui a accepté de faire l'effort de venir à Lyon et ça fait super plaisir. Monsieur Rivenzi, comment vas-tu? Il est là, écoute, très content, merci beaucoup de l'invitation. On revient à Lyon parce qu'en fait j'y étais pour la Zilan ce week-end, tu vois, et du coup très content en vrai que tu m'aies invité. Je me suis dit en plus faire un petit déplacement, en vrai c'était cool, tu vois. À une époque où je faisais beaucoup l'aller-retour entre Bretagne et Paris, je me suis dit allez, je vais faire un petit aller-retour comme ça fait plaisir. C'est vrai que pour être tout à fait honnête, le fait que tu aies été à Lyon ce week-end, que je sois rentré 3 jours et que tu sois revenu, ça m'a fait chaud au cœur. Ouais, j'ai dit à ma copine, ouais, je retourne à Lyon, elle fait quoi? J'ai dit, ouais, t'inquiète. Petit affaire et tout. J'y retourne. Mais ça va, tu vas pouvoir venir ce soir au match avec moi. Let's go. Oui, c'est vrai, tu m'as dit, je veux venir au match. Je fais, mec, mais évidemment, je ne peux pas rater ça. Quel plaisir. Quart finale d'Europa League, ça va super bien. Et nous avons ce soir, et je vous prie dans le chat, s'il vous plaît, un petit accueil sympathique pour la première de notre ami Nicolas. Bonjour, comment vas-tu, monsieur? Salut, merci, un honneur d'être là, franchement, la première. Un peu stressé, mais surtout très jaloux de la barbe de Rivenzi. Oh, soin comparé à la mienne, on peut comparer à l'écran. Voilà, c'est ok. Non mais t'es venu avec une belle chevelure et tout là, comme ça, t'es propre. Hein. Voilà, ouais, on s'est fait beau aujourd'hui. Voilà, on est passé chez le coiffeur. Marinière. C'est bien. Ah, ben voilà, dans le chat, il y a tes amis. J'ai vu en plus tes amis dans le tweet, etc. Quand j'en ai parlé, quand j'ai mis l'annonce. Ma copine très content. Ouais, exactement. Ils étaient tous très contents. Mon frère aussi, il commençait à péter un câble. Il disait mais comment ça se fait et tout. Pareil, il y a mon meilleur ami d'ailleurs, Dolsor dans le chat aussi. Nous salue. Dédicace à lui. Voilà, c'est un fidèle abonné à toi d'ailleurs, qui te suit depuis très longtemps, qui pareil pète des câbles à chaque fois que je dis ouais ce soir je vais voir Zatnani et tout. Pète un plomb. Non mais je te promets. Oh écoute, il vient me voir, c'est normal, je peux le comprendre. Bon, on discute gentil, il y a des petites actus ici et là, je le sais, et tu en as parlé notamment mon gars Rive, et ça me fait plaisir de pouvoir en discuter. Tu étais à la Zilan ce week-end. Ouais, exact. En gros, c'était Zilan, donc du coup vendredi, samedi, dimanche. Moi, j'étais parti de chez moi lundi, puisqu'en fait, on était en bootcamp chez Moment. Ouais. Bootcamp. Gros entraînement. Gros bootcamp chez Moment, bien sûr. Et en fait, on a mis 4 jours. En vrai, on a pas mal joué. Mais en vrai, même si c'était pas un bootcamp, on jouait 12 heures par jour. Et tu sais, on sortait, on allait manger, etc. Machin. C'était au moins l'occasion, tu vois, de se retrouver. Moi, j'avais jamais trop vu Berlu IRL. On s'était croisés vite fait aux The Event, mais c'est tout. Et donc c'était cool de pouvoir se retrouver, de pouvoir discuter des jeux. Il y avait en plus la run Elden Ring qu'on devait faire, donc qui était un relais, et donc on devait gérer le relais et l'apprendre à le faire ensemble. Ouais. Et donc en vrai c'était trop bien, c'était une ambiance de ouf. J'en ai profité pour aller voir Brest-Montpellier. C'était cool la Mosson. La Mosson c'était lourd. C'est la première fois que j'allais à la Mosson et c'était vraiment très sympa. En plus Brest a gagné, donc c'était top. Donc ouais, franchement très cool cette semaine-là. Et puis nous on allait dans l'optique de passer la première phase de poule. D'accord. Zera a dit c'est la pire équipe de la LAN au début, tu vois, dans les annonces, c'était en mode ok. Attends. Ah mais je te jure, on s'est fait clasher. Hein. Attends, mais ça se fait pas ça. Je te jure, on s'est fait clasher. Attends, donc toi tu prends de ton temps pour traîner des jeux, tu t'inscris, tu viens. On leur fait des pierres, bien sûr. Et le mec dans l'annonce, alors là c'est l'équipe qui pue sa mère. Mais je te jure, quand Moment ça c'est dur. Enfin, quand Moment a dit à Zerator qu'il la faisait avec moi et Berlu, il a dit mais pourquoi tu fais ça? Mais en même temps, je peux comprendre, tu vois. Moment, tu vois, joueur de renom sur StarCraft 2, manager d'équipe. CSGO qui ont gagné des majors, il a fait la première Zilan avec Kenny et frère il tombe avec moi et Berlu, tu sais, pour la Zilan. Je peux comprendre que le mindset soit particulier, tu vois. Et alors ça a donné quoi un petit peu sur place? Ça s'est fait que ça s'est bien passé, on a passé les premières phases de poule. Et c'était 17 équipes par poule. Ouais. Et c'était les 6 premières qui passaient. D'accord, donc attends, t'en avais 22 qui éjectaient dès le début? Ouais, t'avais 4 poules. Oh là là. En fait, t'avais 4 poules de 17 et t'avais que 6 qui passaient. D'accord. Donc du coup, t'avais un top 24 du coup qui se dessinait. Et nous, on était dans la poule de Gotha. Donc Slide 2DM et tout. Oui, d'accord. Et on finit, et Mercatohead qui a fait finaliste.
Donc ils finissent les 2 premiers et nous on finit 3e de la poule. Ça En va. vrai, ouais, et on c'est finit quand même bien pas mal, 3e, tu vois. Donc en vrai, on était trop contents. Et donc résultat, on passe les poules, on est trop heureux. Et bon, du coup, 2e jour, on n'avait pas ouvert certains jeux de la 2e phase de poule, donc on s'est fait laver. Mais C'est quoi par exemple les jeux que vous n'avez pas ouverts? on n'avait pas ouvert Hot Wheels, donc il y a un jeu de voiture. On n'avait pas ouvert Worms. Et j'avais jamais joué à Age of Empire. Et Age of Empire, quand t'as jamais joué, Ah ouais, que t'as jamais joué, c'est game, c'est tu vois. chaud. Genre, il y avait que Moment qui avait un peu joué. Et donc, ce qui fait que on a fini 4e sur 6. Mais bon, du coup, on a fait ce qu'on pouvait. Mais franchement, on était trop contents de notre résultat et de notre LAN. C'était le feu. Quelqu'un a dit dans le chat, et j'avais vu que c'était aussi les retours de mecs sur Twitter, il disait que cette ZLAN, c'était celle où il y avait le plus de niveaux, genre ever, quoi. Ouais, alors c'est ce que disaient beaucoup. Moi, j'avais que fait la première avec Ponce en 2018-2019. Et en gros, moi j'étais rechaud de la faire parce que c'est que 1 mois, tu vois. Et 1 mois, c'est bien parce qu'il y avait des ILAN qui avaient été retardés. Du coup, il y avait 4 mois d'entraînement. T'imagines, t'es streamer, c'est compliqué de buter sur 4 mois sur des jeux à des moments pas toujours les plus mainstream, des trucs comme ça. Voilà. Là, en plus, les jeux étaient cool. Donc, ouais, il y a eu énormément de niveaux. Moi, je crois que le niveau était quand même assez dense, effectivement. Et nous, on était dans une poule qui était, selon beaucoup, la poule de la mort, la poule 1. Et on s'en sort trop bien. Donc, on est vraiment trop contents. Maintenant, le débat, c'est combien de streamers aujourd'hui voudront jouer maintenant la gagne sur un événement comme la ZLAN. Quand j'ai vu que Gotha, il a arrêté de streamer quelques semaines pour full tryhard en off. Mais gros, mais tu sais qu'on était. En fait, les gagnants, du coup, c'est l'équipe Ghoul, donc l'équipe de Leaf, Chou et Oslo. Ouais. Et Leaf et Chou, je les connais bien parce que c'est des mecs de la scène Overwatch, donc je les connais très bien. Et c'est des mecs, c'est des purs tryharders. Genre, ils ont mis 1 mois de bootcamp. 1 mois de bootcamp, mec. C'est-à-dire que Full l'annonce, time. Day One, ils étaient dans une salle et ils ont entraîné 12 heures par jour à jouer, tu vois. C'est des malades. C'est des ouf. Il y avait combien à gagner à tout hasard? 50 000 balles. Ah oui, quand même. Et le cash prize, c'est que pour le gagnant, les 50 000 balles. Ah oui, ok, non, ok. Le gagnant Ok, tryhard d'un mois pour partir avec 12. En plus, c'est divisé par 3, donc 17 000 € chacun. Ouais. Et tu mets ça en gain exceptionnel, du coup, t'es très peu ou pas taxé, je crois. Donc, oui, tu te mets très bien. C'est intéressant. Mais 17 000 balles, c'est un an de SMIC, hein, tu vois. Donc, L'année prochaine ou ça se passe comment c'est ça. Allez, on y va, faut payer les locaux et tout ça. Attends, tu me demandais si moi on va tryhard, mec. On va tryhard. L'année prochaine, 12 heures par jour d'Hot Wheels. Il y a pas de. Ah non, c'était 40. Apparemment, c'est 45K les premiers et 5 000 pour les deuxièmes. Ok, pardon. bon, ça fait quand même 15K Oui, par c'est tête. quand même très. C'est quand même bien. c'est Bon, quand in même- fine, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. donc Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, au final, Ghoul, ils sont premiers et ils ont vraiment lavé tout le monde, tu vois. Et c'était vraiment beaucoup plus fort. Du coup, on se pose un peu la question. Et Leaf en parlait, j'étais dans l'émission de Lutti aussi qui débriefait. Et Leaf était là, donc le gagnant. Et il disait, je sais pas l'impression de trop d'être dans l'ambiance, Ouais. et peut-être trop tryhard. Ouais. Et tout. avait Il sa place ou pas. disait lui-même, moi je suis pas streamer, moi je suis joueur pro. Pourtant, il était qualifié comme équipe streamer parce qu'il y avait Oslo avec eux. Et donc, ils étaient en mode, en fait, on a défoncé le truc. Et il a même parlé avec Zera, ils se sont dit, est-ce qu'on dérange dans l'événement, etc. Ils ont dit non, évidemment non, mais ils vont essayer de trouver une solution pour peut-être essayer de. Pour garder peut-être une ambiance tryhard, mais pas non plus l'odeur de la salle. Mais Quoi. c'est-à-dire que Leaf, pendant 1 an, mec, il regardait tous les lives de Zera, il regardait quel jeu il faisait. Oh la Et vache. il les achetait, il leur mettait 40-50 heures en prévision de potentiellement qu'ils soient dans la ZLAN, tu vois. Non, mais Ah oui. non, mais C'est plus du tryhard. Non, mais c'est-à-dire qu'il a joué à des jeux qui n'étaient pas la ZLAN, mais il leur a mis 50 heures au cas Oh où. là là. Au cas où. Leaf, s'il y a un moment où on t'envoie cet extrait, avec tout le respect, hein, t'es un taré. non, avec tout le respect que je te donne, t'es un malade, frère. Ouais, c'est un ouf, c'est un ouf. T'es complètement ouf. Et retrouver une petite ambiance de LAN comme ça et tout, machin. Moi, ça fait des années que j'ai pas retrouvé cette ambiance. C'était cool un petit peu. genre, Moi peut-être j'ai jouer. kiffé. J'ai vu, vous aviez des gilets et tout, machin. Nous, on est allé, nous, on était les unités d'élite, tu vois, par rapport à RPZ, comme on était avec Moment et Berlu. Et ouais, c'était trop bien. C'était vraiment c'était fou. Avec beaucoup d'ambiance. Alors, nous, c'était cool parce qu'il y avait du public. Et le public était très chouette aussi. C'était 300 personnes. Et les gens étaient hyper sympas, en plus de venir discuter avec nous après. Et puis voilà, c'était vraiment chouette de retrouver cette ambiance-là de LAN. Gotha aussi a surkiffé, Ouais. même s'il avait un peu l'amertume de perdre en demi, parce que c'était leur minimum, c'était en mode il faut qu'on fasse la demi. Ouais. Et ils se sont dit au final, non, c'était cool. On a Je sais qu'il passé avait un peu le moment. démon Gotha. Parce qu'en même temps, t'as lâché compétiteur, ton tu vois. stream, t'as tryhard en off pendant des semaines et tu Ouais. perds. Ah ouais, t'imagines, il va regarder ses employés dans les yeux. Bon, on n'en garde que 2, les gars. Parce que là on a tout lâché Là, pendant un G-Prod, mois. là, ça va pas du tout, là. On va devoir faire des choix. Eh ben, ça fait plaisir de pouvoir en discuter, c'est cool. Nico, monsieur, je pense que c'était un moment pour toi. C'est vrai. J'ai vu, au niveau de tes activités, tu as animé une émission de radio. C'est ça, exactement, sur la radio Grand Lyon, donc qui est une web radio donc destinée à l'agglomération lyonnaise, un petit peu généraliste. Avec Bilo, qui est dans le chat d'ailleurs, on a eu la chance d'animer une émission de radio qui parle un petit peu de l'actu web en général. Ça s'est très bien passé, c'était la première. Et puis on a la chance de
Voilà, on montre le bibi d'ailleurs sur Le meilleur extrait. Vraiment le meilleur extrait, c'est Le incroyable. meilleur extrait, t'arrives, le mec il est en flex comme ça. Voilà, c'était la première et on a la chance de pouvoir renouveler ça donc tous les dimanches de 21h à minuit sur la radio Grand Lyon. Et Donc, c'est une initiative avec la ville, avec la mairie, avec quelque chose comme ça, la préfecture peut-être je sais pas. alors là, je saurais pas te dire, c'est une association. Il est animateur, Donc, mec. Moi j'anime moi. Donc après, voilà, faut peut-être voir ça avec le président de la radio, mais non, c'est plus voilà pour donner des news au niveau de De ce qui se passe dans la ville, dans la. l'agglomération, Mais exactement. c'est archi cool ça. Moi ça me plaît, ça j'aime beaucoup mettre en avant la ville, etc. Et attends, vraie question, c'est pas une question, il se passe quoi? Parce que, franchement, la première c'était juste de la discussion, Ok. mais au final, on aimerait beaucoup instaurer une sorte de podcast aussi un petit peu, mais plus orienté web, orienté actu de ce qui peut se passer sur Internet, sur les jeux vidéo en général, et aussi de mettre une chronique qui n'a rien à voir avec le web, Ok. qui est de découvrir une passion, Ok. où on invite justement des gens qui, par exemple, on a prévu d'inviter quelqu'un qui fait du football américain, par exemple. Trop cool. Rien à voir. On est allé le week-end dernier en tant qu'invité presse au salon de l'auto, donc pour découvrir un petit peu les modèles de voitures. Oh, c'est cool. À Eurexpo. À Eurexpo, exactement. tu Trop vois. cool. Et ben ça fait plaisir. Donc, Petite voilà, émission. c'est- Bah on souhaite que ça continue à fonctionner. Bah, Et franchement, ça s'est super bien passé. Et puis, on est content que ça se renouvelle. Et puis, franchement, ça me fait c'est que du super plaisir. beaucoup. Ça me fait super plaisir d'entendre ça. Et en plus, ça va te donner un petit peu du galon. Si tu veux, Rive, pour te contextualiser un peu, quand on avait fait l'émission casting il y a 2 mois, Ouais. pour pouvoir choisir un petit peu des titulaires des personnes, Mhm. on avait choisi du coup Anaïs ici présente, Amar qui est également un habitué, Ok. Emilien qui est venu plusieurs fois, on a Yacine et qui est Raktak que tu vas voir après au micro-trottoir Mhm. qui a également trouvé un petit peu son rôle. Ok. Et on avait Nicolas que j'avais envie un petit peu de revoir, mais que jusque-là on n'avait pas encore eu trop le temps d'intégrer. Et c'est un petit peu sa première. Ah, Donc, stylé. regarde, il était venu une Voilà. première fois. On avait fait Avec une des émission slides et casting. tout. Ah ouais, super. Ah non, on avait travaillé le truc. Hein. franchement, en mode exposé, ouais, c'était. C'était vraiment en mode exposé et C'était tout. vraiment On sympa, avait ouais. bossé. Hein. Il y a Clément qui était là en mode ok. Impressionne-moi. J'ai dit on va ramener Théo Clément comme ça. Ils avaient des buzzers et tout. Non, mais c'est trop. Ah oui, monsieur, pour buzzer au cas où il y avait des mecs qui étaient mauvais. On n'a pas buzzé. Ok. Ça va, Très ça bien. s'était bien T'as fait un truc passé. sur les drapeaux du coup. J'ai fait un truc sur Livia, la petite enclave espagnole au sud de la France. Trop stylé. Putain, Donc trop vraiment, bien. tu vois, un petit truc de culture, comme ça, c'était Voilà. cool. Ça me régale ça. Et voilà, donc c'est la première de Nico, donc je suis très content de pouvoir l'avoir ici, ça fait plaisir. Anaïs, madame, Oui. je crois que tu vas me reparler de ton jeu favori. Non. Bien sûr que oui, toujours dans la sphère Destiny 2. Pour Evenzy, moi je fais des streams un peu à côté. Je Ok. bosse en CDI, mais j'ai quand même les streams du mercredi soir où je me mets quand même des petits tempos pour garder un peu ce lien et parce que j'ai une commu qui est vachement cool et qui est toujours là. Et moi je suis plus sur le jeu Destiny 2, donc qui est un peu niche forcément, Yes. parce que c'est pas hyper développé. Mais on a Scalap qui est un des plus gros streamers du coup de la plateforme et qui a fait un événement qui est 1 fois par an à peu près, qui est hyper compétitif. Et il y a 10 streamers qui sont qualifiés et j'en fais partie. Mais non, Et incroyable. franchement je suis très contente, c'est un honneur. Trop stylé. Donc il y a un petit trailer qui est sorti hier soir, si je dis pas de bêtises. Trop Voilà. cool, ça fait plaisir. Et bah là, Voilà, voilà. on voit ma tronche. Regardez madame, la qualifiée, ça fait plaisir. Donc C'est c'est cool, le 23 ça. avril et ça va être cool parce que la commune elle est vraiment hyper présente ce soir-là Ouais. et c'est un truc qui est fait par un streamer qui est pas trop poussé par la commune, mais il y a 2 ans on avait un CM français Ok. qui était vachement présent. Bon, il a fait que du coup ils ont revu la strat et qu'il y a plus de CM français, mais il était là, il y avait même des partenariats avec Red Bull et tout, donc c'est quand même un truc assez Ah ouais, stylé. ouais, donc c'est cool. Et ça consiste en quoi un petit peu cet Alors, événement du vite coup, fait comme ça? t'as plusieurs épreuves, sachant que Destiny c'est un jeu PVP, donc joueur contre joueur, et PVE contre l'environnement. Donc t'as une énigme qui est créée en mode avec un personnage du jeu où il va falloir réfléchir, que ce soit en rapport avec l'histoire du jeu. Donc c'est vachement Ah ouais, ok. bien. Après t'as une épreuve de speedrun forcément en PVE, Mhm. donc là c'est en équipe de 2 ou 3. Et après PVP avec le choix de la commu qui va mettre des handicaps, etc. Et ça dure une soirée. Et bah énervé. Et bah écoute, Ouais. bon courage. Merci. Et j'espère que tu vas essayer de représenter correctement et t'en sortir Là, fièrement. j'ai Tu nous en plein de Et reparleras. t'es en ici équipe avec, ou t'es solo? Alors pour l'instant je suis solo, ils donnent les détails samedi, mais il y aura sûrement des Ok. épreuves, on va être en duo, etc. Mais c'est vraiment cool parce que ça a une sorte de roue qui va faire tourner et la commu va te foutre des handicaps. Donc des fois tu dis je vais jouer avec telle arme, ils vont te dire Non, non. je crois pas, non. C'est marrant, ça, c'est cool. Très, Donc, ouais, c'est très bon, bel ouais. événement, ça fait super plaisir, nickel. Nous, on était avec Alex ici à Berlin pour aller faire Zach en roue libre avec Niski. Alors ça a été toute Ok. une organisation parce que Niski c'est un joueur Aïe, pro de League of Legends, c'est un mec qui peut pas trop bouger de Berlin, surtout en ce moment où c'est un peu période mercato, trouver une nouvelle équipe. Ah ouais, c'est ça, parce qu'il était où là? Il était bench de chez Fnatic Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un Belge, mais après, tu vois, il a fait. En gros, il a fait Europe, États-Unis, États-Unis, Europe. Il a fait un petit peu. Et rebelote encore. En gros, il est allé 2 fois aux États-Unis, 2 fois en Europe. Et en fait, il n'avait pas trouvé d'équipe pour ce split, alors que techniquement, il était dans une des meilleures européennes. Ouais. Et du coup, il a streamé pendant quelques temps et tout. Et quand je lui ai dit, viens, on fait ça en Rolly, il m'a dit, d'accord, mais moi, je peux pas bouger. Puis je lui ai dit, bah, je vais venir à Berlin.
Berlin. Ah ouais, punaise, tu t'es chauffé. Moi, je croyais que t'allais à Berlin en vacances et que t'as profité du truc. Pas du tout. Oh, mais Et, attends, mec, mais la production, Zach Dany, c'est fou. Donc en fait, on a monté, c'est ce que je disais un petit peu au début de l'émission, on a monté le PC de stream qu'on utilise là, tout de suite pour cette émission. Ah ouais. On a monté des micros, on a monté les 3 caméras, c'était exactement les mêmes. Et j'avais de la chance, il travaillait avec une sorte d'agence créative, donc pour faire du graphisme et tout. Et celle-là, elle nous a donné une pièce avec un peu de décor. C'est ce qui nous a servi de décor. Si tu peux montrer peut-être un petit peu la VOD, Alex, en rapide. Ok, t'es un roi. Mais donc, du coup, on avait un petit décor. Alex, il est arrivé la veille, le lundi. Il a tout installé. Donc, on a mis ça dans 2 grosses valises, 46 kilos de valises. Les gens se rendent pas compte, mais moi qui ai déjà fait des émissions plateau, gros, t'es un malade. On a tout ramené là-bas. C'est ton PC, mec. Hein. Ouais, c'est ton objet de travail. Hein. Et on a tout ramené là-bas. Moi, j'ai déjà perdu des valises dans des vols. Et toi, on dit, monsieur, on a perdu la valise. On l'a envoyé à Moscou. Voilà, mais moi, j'étais très... moi, j'étais très content parce que du coup, on a pu faire une émission à l'extérieur, dans un autre pays, et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire même que, vraiment, je parle, il n'y a pas eu un problème. Genre 0. Tout a fonctionné, le son, l'image, le décor, regardez, qui était somme toute simple. Il est méga propre le décor en vrai. T'as vu, il est propre, hein. Ah ouais, carrément. Et en plus, c'est le décor naturel de la boîte, et ils nous l'ont décalé comme ça, et incroyable. Trop bien, tu vois. Et en fait, Zach Libre, quand on y pense, en réalité, c'est simple. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de décor, tu vois. C'est une discussion long format avec quelqu'un, quel que soit le fond. C'est possible, tu vois. Donc en soi, t'as vu, c'était pas mal. Donc j'étais assez content et l'émission, ça s'est super bien passé. C'était comme à la maison. Voilà, donc, et vous étiez resté combien de temps à Berlin au final? 24 heures, moi. Même pas. Je suis arrivé à 16h à Berlin. Bon, à 16h, j'étais à l'aéroport de Berlin. À 17h, j'étais sur place. 18h, l'émission. Et le lendemain matin, à 8h, on est allé je suis rentré. Donc ça a été l'aller-retour. Et hier, j'ai live 2 fois. Ah ouais, d'accord. Tout en rentrant de Berlin. Ah non, mais on est tarés ici, on est motivés. J'avoue que ça se chauffe de fou. On vous envoie du contenu, les mecs, hein. On vous envoie du contenu. En tout cas, j'espère que vous appréciez parce que vous étiez très nombreux. Il y avait genre 7000 viewers et tout, c'était lourd. Et puis, on revient au train-train quotidien de Loop aussi, ici, au local. Ça fait plaisir. Je suis content de faire Loop, ça me fait plaisir. Chaque semaine, il y a des mecs et tout, vous êtes des rois. Donc, voilà pour un petit peu mon actu et tout, c'est cool. En termes un petit peu de sujet d'actu, alors forcément, en sujet d'actu, avant d'enchaîner, parce qu'après, tout à l'heure, on a un gros fil rouge, le micro-trottoir, la slide, comme d'habitude. Il y a eu un événement en France on en avait discuté déjà un petit peu la semaine dernière. Les élections, nous avons eu les élections françaises avec les résultats qu'il y a eu, etc. Pas de problème, moi je suis même pas là pour débattre des résultats. Il va falloir cracher pour qui vous avez voté autour de la table. Vous avez voté pour qui est un sale gauchiste, qui est un sale raciste, voilà, ça nous intéresse. Donc forcément, il y a eu les élections, etc. Déjà, petite discussion comme ça de plateau. Est-ce que ici, vous êtes allé voter ? Bien sûr, mais très honoré d'ailleurs d'aller voter parce que c'est ma première fois que je me rends. C'est ta toute première, monsieur ? Ouais, vraiment, j'avais pas pu malheureusement en 2017 parce que j'avais pas encore 18 ans, à quelques mois d'écart. Oh, putain, mais là, franchement, première fois que je me rends aux urnes et ça m'a fait un petit frisson, voilà, de joie, vraiment. Je me suis rendu aux urnes, je me suis senti utile pour le pays, bizarrement. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il tremblait à l'arrivée de l'urne. Il était là comme ça. C'était vraiment un honneur quand le mec il a dit ok, donc monsieur Nicolas numéro 360 à voter. J'étais putain, incroyable. Je vais le faire. Comme ça, tout le monde m'a regardé bizarre, mais c'était sympa. Énervé. Moi aussi, c'était ma première fois, alors que j'ai 27 ans. Hein. C'était ma oui, c'était ma toute première fois que j'avais voté. Okay. De 2017, je l'avais pas voulu, et avant, et bah il y a 10 ans, j'avais 17 ans. Donc l'un dans l'autre, tu vois. Et vu que tout ce qui est municipal, régional, européenne, j'avoue, c'est pas ta. Ok. Parce que m'intéresse le plus. Toi, t'es pour les matchs internationaux, quoi. T'es là pour les présidentielles, quoi. C'est ça. Moi, je viens pour le vrai, moi. Le politique, quoi, qui suit que les grandes compétitions. Non, mais tu vois, genre, j'ai voté comme ça au premier tour, histoire de. Pas avec la plus grande des convictions. J'en parle souvent sur mon stream, tu vois. J'ai quelques idéaux qui me sont propres. Et en plus, je suis musulman. Alors, dans ce cas-là, ça me bloque quand même beaucoup de. Ça me bloque beaucoup de portes. Mais en réalité, en dehors de la vanne, j'ai voté pas avec la plus grande des convictions, mais je l'ai fait, histoire de me dire que je l'ai fait. Ouais, ok. Et là, bah, bon, au deuxième tour, je pense pas que j'y retournerai, mais au moins je l'ai fait et c'est vrai qu'il y a un petit feeling. Tu vois, il y a un petit feeling. Je suis d'accord avec toi, Nico. Le moment à voter, il y a un petit feeling. Ouais, bah surtout quand c'est la première fois, quoi. J'avoue que c'est la première fois. Parce que d'habitude, tu l'entends, mais c'est tes parents qui votent au final. Mais est-ce que t'as beaucoup suivi l'élection comme c'était la première fois? Ouais. Ok. Mais bizarrement, je l'avais aussi suivi en 2017. Ok. Mais là, un peu moins qu'en 2017, bizarrement. Mais parce qu'il n'y a pas vraiment eu trop de campagne. Il y a eu moins de c'était un peu plus difficile, ouais. Il y avait plus de. T'as pas eu le débat du premier tour aussi, par exemple? Ça, j'ai l'impression de l'avoir raté ce moment aussi, le débat du premier tour. Il n'y en avait pas. Il y avait beaucoup plus ça de. m'a manqué. Il n'y a pas Poutou qui pouvait prendre tout le monde en un par un. C'est toi t'as fait ça, toi t'as volé dans les caisses, rends l'argent de ton côté. On peut rigoler. C'est un Poutou en légende au premier tour sur TF1 en grand angle, le mec, j'aurais incroyable. Tu vois, les mecs mangent bien pendant 5 ans, mais au moins une fois tous les 5 ans, on peut les voir se faire démonter sur le service public. Là, on n'a même pas pu. Tu vois, ça, c'est le seum. Est-ce que vous êtes allé voter, toi, Rive? J'ai l'impression que tu y es allé et que c'est pas la première. Moi, j'ai fait ma proc.
Moi, j'ai fait ma proc du coup, donc oui, je suis allé voter. Oui, moi, sinon, je vais voter à peu près à toutes les élections quand je peux, effectivement. Moi, la première fois que j'avais voté, c'était aux dernières élections présidentielles, et moi, je m'étais chauffé, j'étais allé voir des meetings, etc., de certains candidats, etc. En fait, pour voir ce que c'était un meeting, tu vois. Moi, je croyais qu'un meeting, naïvement, c'était un endroit où un gars essayait de convaincre un auditoire. Alors qu'en fait, c'est juste un mec qui est devant des ultras. Et du coup, je suis allé voir certains candidats pour qui j'avais pas du tout voté. Tout le monde était en mode let's go. Et moi, j'étais en mode je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je crois pas. Et donc, du coup, ça donnait des trucs assez marrants. Mais ouais, du coup, effectivement, je suis allé voter également ce week-end. Eh ben, écoute, Anaïs. Alors, moi, je suis allée voter. Oui. Parce qu'il faisait beau. Ah oui, ça tenait à pas grand chose quoi. Ça... En fait, j'ai geeké toute la journée. Je me suis dit putain, faut quand même que j'y aille parce qu'il fait super beau, faut que je profite du soleil. Mais moi, c'est ma 3e élection présidentielle, je suis plus vieille que vous. Donc j'ai plus ce feeling de premier vote, je suis à ma 3e carte électorale. Ok, donc la meuf elle a déjà rempli le truc, t'as eu le kebab gratuit, y a pas de non, problème. Ça je l'ai pas eu. Tu vois, moi quand j'y vais, c'est plus, oh la vache, je vais croiser 36 000 vieux, c'est chiant. Mais j'ai fait mon devoir de citoyenne quand même, et ouais, il faisait beau, du coup j'en ai profité pour me balader en même temps. Il y avait un débat intéressant autour de ça, et qui était résumé de manière assez marrante. Alors là, je l'ai mis parce que ça a été vraiment le tweet que j'ai trouvé vraiment très sec, tu vois, mais qui était assez drôle, c'était Billy en fait. Et Billy qui avait annoncé lui-même son vote, d'accord, donc il a dit qu'il votait Mélenchon et tout, et des mecs lui ont reproché un petit peu d'avoir dit ça, quoi, et au bout d'un moment, tu vois, genre... Ah, j'avais pas vu ça. Ah ouais, bon, je cite, si tu peux faire contrôle plus, histoire qu'on puisse voir un petit peu plus, Alex, histoire que ce soit un peu plus zoomé, il faut que vous baisiez vos mères au bout d'un moment, je pense. Un pauvre tweet vous a mis plus en émoi qu'un an et demi de matraquage médiatique apporté sur un plateau d'argent à des candidats qui nous chient à la gueule toute l'année. On vous voit, bande de merde. Bon, au-delà du fond... Fin de citation. Voilà, fin de citation. Parenthèse, guillemets refermés, tu vois. Plus sérieusement, le truc qui est plus intéressant que je trouvais autour de ça, autour de parler de médiatique, etc., c'est le côté... Est-ce que du coup, parce que c'est là où on a vu ces derniers temps beaucoup de gens qui s'intéressaient et qui demandaient à leurs créateurs de contenu qui est-ce que tu votes? Est-ce que il y a un intérêt à ce qu'un créateur de contenu dise qui il vote ou qui il vote pas? Est-ce qu'il a le droit d'avoir un avis? Est-ce que c'est bien qu'il l'exprime en public sans forcément avoir un but en mode ah je vais convertir tout le monde, je veux que vous votiez comme moi, clairement. Mais plutôt de pouvoir dire publiquement tiens, je vote pour telle personne parce que c'est mes convictions et voilà. Est-ce que c'est préférable? Est-ce que c'est une bonne chose? Ou alors est-ce que à l'inverse c'est préférable de plutôt éviter pour éviter le conflit? Ou alors c'est pas son rôle? Vous en pensez quoi? Ouais, moi je peux commencer si vous voulez. En fait, en gros, du coup, on était à la Zilane et moi j'ai hésité à dire pour qui j'allais voter. Parce qu'en gros, moi je suis vraiment de l'école de dire, moi je suis très pudique par rapport à ça, je dis pas pour qui je vote, etc. Malgré tout, moi il y a quand même le rapport du GIEC, tu vois, qui a dit on a 3 ans pour que ça se passe mieux sur Terre et pour sauver en gros nos fesses, quoi. Et du coup, j'étais en mode, bon, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut prendre ses responsabilités et dire aux gens, tu vois, dire aux gens, en tout cas annoncer mon intention de vote pour expliquer que peut-être ce serait bien de voter pour un programme qui met en tout cas en avant des propositions écologistes et voilà. Et je me suis ravisé au dernier moment parce que je me suis dit que malgré tout, c'était pas à moi de faire cette démarche-là et pas à moi de l'indiquer. Beaucoup de gens sur les réseaux étaient en mode bon, vous allez dire pour qui vous votez, etc. machin. Moi et plein d'autres. Mais malgré tout, je trouve que c'est pas mon rôle de dire aux gens pour qui voter parce que quoi qu'il en soit, on a tous, à partir du moment où on a une parole publique, un avantage sur les gens. Et du coup, moi, ça me gêne de l'avoir parce que je pense pas être mieux renseigné qu'un autre. J'ai des convictions qui me sont propres et qui, du coup, n'ont pas influencé d'autres personnes. Ça me rend triste de voir que ma catégorie d'âge est celle qui va la moins voter, forcément. Peut-être qu'on aurait juste pu mettre un tweet en disant aux gens d'aller voter, mais sinon, je ne mettrais pas de tweet en disant go, allez voter pour un tel ou un tel, quoi. Je comprends. Moi, personnellement, pour être honnête, c'est vrai que j'ai pas spécialement dit qui je votais, tu vois, parce que je pensais que c'était pas réellement mon intérêt. Mais je comprends pas les gens qui en veulent, au fait, tu vois, genre, ouais, c'est pas votre rôle. Alors, bizarrement, quand les mecs disent c'est pas votre rôle, c'est souvent quand quelqu'un dit qu'il va voter quelqu'un qu'il aime pas, voilà, tu vois. Genre, c'est rarement des militants de cette personne-là qui vont dire, allô, toi, mais non, mais faut pas le dire, tu vois. Donc, il y a aussi un côté un petit peu, je trouve, hypocrite à la chose. Mais au-delà de ça, je comprends pas qu'on en veuille, genre, très souvent, tu vois, les créateurs de contenu, les streamers, les youtubeurs et tout, ils vont très souvent donner leur avis sur plein de trucs. Puis quand arrive la plus grande échéance, etc., on va en vouloir à ceux qui, parce que tout le monde ne le fait pas, osent à des moments dire, tiens, moi, c'est plutôt ça, etc. Je sais pas, moi, je trouve ça bizarre, tu vois. Genre, le reprocher en vouloir pour ça, je trouve ça bidon. Non, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont leur... après, moi, tu vois, je reproche pas, tu vois, pas du tout habillé d'en avoir parlé, quoi, tu vois. Le seul truc, c'est que c'est des couches des gens disant, il faut que vous disiez, vous aussi, machin. Et du coup, c'est un peu chiant d'être pris à partie parfois pour ça. Mais je pense que c'est cool aussi que certains arrivent à être assez à l'aise avec ça pour en parler, tu vois, c'est chouette aussi. Franchement, moi, en tant que consommatrice,
je m'en fous pour qui vous votez, tu vois. Enfin, ça va pas avoir d'impact sur ce que je vais penser et sur ce que je vais aller faire. Donc en soi, je pense que les créateurs de contenu n'ont pas de compte à rendre. Et si la commu se sent assez proche, bah, elle va quand même savoir pour qui tu votes, tu vois. Même Bah oui, parce que tu parles constamment de toute façon tout le temps de plein de trucs, donc l'un dans l'autre. Tu vas parler de perso, tu vas parler un peu de ce que tu penses sur certains trucs, même en dehors des élections. Donc finalement, t'as pas besoin de le dire. Et si tu le dis, c'est un peu comme une justification et t'as besoin de te justifier auprès de personne. Enfin, c'est tes valeurs, c'est ce que tu penses ou quoi que ce soit. Et même tu me dis, tu votes pour qui que ce soit, mais alors moi je m'en fous, je voterai peut-être pas pour eux, enfin j'en sais rien. Mais t'as pas de compte à rendre. Mais ça c'est une mentalité qui t'est propre, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, je le sais, qui seraient gênés de suivre quelqu'un dont ils n'ont pas les mêmes convictions politiques. Je le sais. Ouais. Genre par exemple, je pense sincèrement, et même là dans le chat, je suis sûr qu'il y a des mecs, ils seraient gênés de suivre un streamer parce qu'il vote à droite ou un streamer parce qu'il vote à gauche. C'est possible. Bah, je le pense vraiment. Si je te dis là, moi je vote Éric Zemmour, je kiffe, enfin clippez pas, merci hors contexte, on est bien d'accord. Mais en gros, je kiffe Éric Zemmour, bah tu sais, peut-être que t'as certaines personnes qui peuvent se dire ah ok, c'est bizarre, tu vois, parce que t'appartiens à certaines communautés ou t'as certaines sensibilités où t'es en mode bah en gros j'avoue que ça me concerne direct et ça me blesse un petit peu quoi, tu vois, donc forcément. C'est argument derrière parce que je sais que j'ai beaucoup discuté avec mes amis pour savoir qui ils allaient voter parce que jusqu'à samedi je savais pas pour qui voter. Et c'est en discutant avec eux, en leur disant bah, écoute, pour qui tu votes et pourquoi, ils m'ont tous donné un petit peu leur avis, puis c'est comme ça que j'ai pu me faire vraiment mon propre avis pour savoir qui j'allais mettre dans l'urne. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est assez intéressant, c'est un débat toujours pareil. Par exemple, là dans le chat, il y en a qui disent oui, bonsoir, effectivement, ça peut me gêner, et d'autres qui disent moi, c'est personnalité, divertissement, opinion politique, voilà, tu vois. Et c'est assez drôle, tu vois. Tu vois, une ère où il y a de plus en plus de responsabilités vis-à-vis de cette influence, aussi du public qui attend quelque chose, le fait de diffuser ou pas certains discours et tout, tu vois, c'est toujours assez particulier. Et donc, du coup, des fois, ça ferme, ça ouvre des portes. Il y a des gens qui deviennent fréquentables ou non, tu vois. C'est vrai que c'est toujours. Bah ouais, c'est ça. Et puis après, les gens vont dire, ouais, mais aux États-Unis, ils disent pour qui ils votent et tout, tu vois. Mais en vrai, aux États-Unis, t'as deux partis qui se présentent aux élections présidentielles. C'est républicain, plutôt conservateur, et t'as démocrate, plutôt qui parle aux communautés, etc. T'en as d'autres, mais c'est vrai qu'ils sont très petits. Oui, ils sont très petits, tu vois. Enfin, oui, je vote pour tu vois, pour des tout petits partis qui font 0,3%. Bon, non, personne ne fait ça, tu vois. Donc, bon, en vrai, c'est beaucoup plus simple de s'engager politiquement, tu vois. Enfin, moi, je me souviens qu'il y avait certains artistes qui s'étaient engagés pour Nicolas Sarkozy. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'inquiète pas qu'on l'aura ressorti bien longtemps après. Alors, on était au show de victoire de Nicolas Sarkozy. Du coup, t'es en mode, bon, on va peut-être éviter. C'était assez drôle parce que je me rappelle que dans les années 2000, en 2002, un truc comme ça, il y avait eu un artiste de rap. Alors là, je vais faire appel peut-être au chat. Il y avait un artiste de rap qui avait sorti un album et dans l'album, il avait mis un bulletin de vote. Genre en mode aller voter. Ah, c'est barre. Ouais, je te jure, pour essayer d'encourager les gens à le faire. Et il y avait beaucoup plus justement de cet engagement, etc. Et au final, ça ressort aussi sur les valeurs que tu essayes de véhiculer, tu vois. Ouais, puis après, t'avais un peu moins d'extrême aussi, quoi. Enfin, je dis ça en 2002. Ouais, j'ai dit, il a pas choisi son élection, là. C'est ça, 2002, il y avait un peu plus d'extrême. Enfin, mais ça a surpris tout le monde, tu vois, en 2002, pour le coup. Alors que là, si t'as des extrêmes qui passent au deuxième tour, ça surprend moins. Ouais, c'est vrai que c'est devenu plus. Parce que la coup de clim pour Jospin en 2002, 17-18%. C'est vrai que le coup de clim de voir la grosse tête de Jean-Marie à 20h, ça avait choqué du monde, Non, mais je l'entends, regarde, quelqu'un le dit dans le chat, et vous avez raison, je me suis désabonné d'une personne parce que je ne pouvais pas continuer parce que c'est pas du même bord politique, le contraire de moi. Ah ouais. Donc tu vois, il y a des gens pour qui ça importe. Bah ouais. Après, est-ce que c'est à bien ou en mal, je sais pas. Moi, je suis partagé. Moi, je sais que dans mon entourage, c'est-à-dire que les gens que je côtoie, dans les gens que je connais, ou même dans les gens des fois que je reçois dans mes émissions, je sais qu'il y a vraiment des sensibilités qui sont très vastes. Et après, bon, moi, j'avoue qu'il y a certaines valeurs que je partagerais clairement pas, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'essaye à des moments de faire un petit peu abstraction de ça pour essayer à des moments d'aller plus loin. Est-ce que tout est... Après, moi, est-ce que tout est obligé de passer par ça au final? Moi, j'essaie de comprendre aussi les gens pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. C'est une sensibilité vraiment diamétralement opposée de la mienne. Tu vois, je peux dire j'aime pas, mais moi j'aime bien aussi capter pourquoi est-ce qu'ils ont ces discours-là et tout, machin. C'est assez intéressant. Déroutant des fois aussi parce que tu te rends compte qu'il n'est pas du tout dans la même réalité que ces gens-là. Et du coup, ça peut être cool, quoi. Quelqu'un dit c'était Mysterio et c'était du shit dans l'album. Non, c'était pas Mysterio, c'était Diams. Voilà, merci. Diams dans l'album Dans ma bulle qui avait mis une sorte de. Mais Diams, c'est un peu comme Poutou à l'époque. Elle en mettait à tout le monde vraiment dans ses albums. Dans la boulette, elle en mettait à Sarkozy, je crois, dans la boulette. À Le Pen. À Le Pen aussi, ouais, franchement, elle taclait tout le monde, Diams en 2006. Hein, c'était incroyable. Aïe. C'est vrai. On s'en mettait à tout le monde. C'était marrant. Et puis il dit Mysterio, mais c'était la crime. Non, mais sérieux, du shit. Et Doc Gynéco aussi qui avait parlé, je crois, pour Sarkozy, je crois, aussi à une époque. Ouais. C'est vrai. Le doc. Mais moi juste pour un mini truc sur ça, et après on peut passer gentiment à autre chose. Moi, j'ai quand même le sentiment que tout ce dont on est en train de parler, le fait d'être
éloigner des gens ou de pas suivre quelqu'un pour ses opinions, tu vois, politiques. Après, il y a certaines opinions, encore une fois, tu vois, toute chose n'est pas égale par ailleurs. Voilà, je le dis comme ça, au moins c'est fait. Mais le fait de cancel, pas parler des trucs machin, j'ai l'impression que c'est très dans ce microcosme Twitch, Twitter, YouTube, Internet, et que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouvert et beaucoup moins refermé. Je trouve que c'est vraiment une bulle qui est très internet, réseaux sociaux, quoi, tu vois. Bah ouais, jeune, tu vois, donc du coup, forcément, c'est nos idées, notre façon de voir, et du coup, on reste entre nous, tu vois. Alors, du coup, tu parles à des anciens, bah, t'es en mode, bah, il y a des sujets où tu peux comprendre que bah, certaines choses, ils sont pas d'accord, que ça a changé par rapport à leur époque, que tout va trop vite. Du coup, ils disent, ouais, ce système, il est pervers parce que moi, à mon époque, c'était différent, donc du coup, ils vont voter pour autre chose, et du coup, tu peux l'entendre sans être d'accord avec, évidemment. Mais bon, évidemment, sur Internet, c'est compliqué d'avoir de la nuance, en fait. Surtout ça. En tout cas, intéressant, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment que, en vrai, dans les relations sociales de bande de potes, etc., c'est vrai que j'ai l'impression qu'IRL, c'est un peu moins le cas. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une impression, on en discutait. C'était le début, vous connaissez. On va passer maintenant gentiment la petite séquence que je n'ai même pas vue et que je vais découvrir avec vous exceptionnellement. Ça a été Rack-Tac toujours à la présentation avec le frérot Hugo qui sont allés dans Lyon pour la petite séquence micro-trottoir, vous connaissez de la semaine. On va la découvrir ensemble et on réagira dessus derrière. Et après, derrière, on partira sur le fil rouge, vous connaissez l'émission. Le micro-trottoir, les amis, c'est parti. Wesh les BG, c'est votre gars Rack-Tac. On entend souvent dire la phrase 6-9 la trique. Mais saviez-vous que la trique, c'est une ville? On va la faire placer sur la carte. Let's go. Aujourd'hui, on est avec Ethan, enchanté. Ok, enchanté Ethan. Tu sais, à Lyon, il y a une phrase qui dit 6-9 la trique. Ouais. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une ville qui s'appelle La Trique en France? Non, Non, je savais pas. alors là, vraiment, tu me le fais découvrir là. À ton avis, où est-ce qu'elle se situe Bon, sur je la sais carte pas, de la frère. France? Nom de chien, qu'est-ce que c'est que ce... Ouh là 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 là. C'est pas un mot que vous avez inventé quand même. Non, non. Ça te Comment dit La trique. Alors là, ça me pose une colle, je connais pas mes départements. Je pense vers là. Je vais pas donner la réponse tout de suite vu qu'il y a le collègue. Attends, on est avec qui? On est avec qui? Mathéo, avec Mathéo. Ok, Mathéo. Selon toi, Moi, j'aurais vu plus par là. plus par là. Il y a 36 000 communes C'est vrai. avec un maire déjà. Alors, je les connais pas toutes. Hein. Non, non. 36 000, non, ça fait non. beaucoup, c'est vrai. Non, non, Vous peut-être voulez par que- là. Oh, Dans ce département-là. exactement. Vous venez de Lyon de base? Non, moi, je suis de Nice. De Nice. Moi, totalement lyonnaise. Ah ouais? Ouais. 6-9. Ah bah. C'est quoi, vas-y. Attends, attends, incroyable. Ouais, oh, les mollets, elle en a plus que moi, je suis choqué. C'est historique. Incroyable. La trique, Ah bah. ligne de mollet. Non, mais attends, mais tu sais que c'est incroyable. Non, mais c'est historique. J'allais dire, vous connaissez la phrase 6-9 la trique. Amandine Amandine enchantée. Marilou. Marilou. et Émilie. Émilie. Vous venez de Lyon? Ouais. Oui. Ouais. Donc vous connaissez forcément la phrase 6-9 la trique. Ouais. Tu ne viens pas de Lyon? Ok. Mais saviez-vous qu'il y a une ville en France qui s'appelle La Trique? Ok, non, je savais pas. Non. À votre avis, où est-ce qu'elle se situe? Je dirais déjà que c'est parti genre de diagonale du vide un peu. Ouais, je pense aussi. Ouais. Tu dis diagonale du vide, toi? Ouais. Ouais. Mais après, Je crois. on se met pas trop, c'est grand quoi. La trique. Ça existe même pas. Ah, je suis sûre. On fait un pari? On regarde Google? Vous avez triché, vous avez regardé avant. Nous, on Bah, dites-moi une ville et je la place. a la trique. Lannion. Lannion? Ouais. Bien évidemment. C'est juste là. Ouais, vous êtes aussi nuls que moi. Where is la trique finalement? Where is La Trique? Where is la trique? Je n'aurais pas, tu aurais dû te tatouer ça d'ailleurs. Oui. Ce serait trop simple que ce soit en Rhône-Alpes. Perspicace. Eh ben, la plus proche, c'était toi. Car elle est. Attends, faut que je mette la carte à l'endroit. Elle est là. Juste ici. Je te dis. Mettez votre doigt et celui qui est le plus proche, je lui paye son café. Alors ça c'est bleu ça. Ça rigole. Mais juste le café. Hein. Il faut trouver. Il faut, alors il y a La une ville en France Mais qui la s'appelle Trique, La elle Trique. Oui, Ouais. la ville de La Trique. Et c'est, on sait que La c'est Triqueville. au niveau Ouais. de la Loire. C'est au niveau de Et il faut pays de la Loire. trouver où c'est en Loire. Pays de la Loire, pas Saint-Etienne. Oui. Là alors. Mais Non mais oh, non. la Loire, Ah, non, les Alpes. non, là c'est pas possible. Frère, attends, t'as dit que c'était alors là, ça commence c'est par Nord-Pas-de-Calais et ça c'est la Normandie. Eh ben, moi j'aime bien la Loire là-bas. Ouais, moi aussi j'aime bien la Loire là. J'aime bien la Loire en Normandie. Alors tu sais quoi Ce qu'on veut, non? La Loire, on la situe où? Bah là, Ouais. dans le PACA par exemple. Ah ouais, ça va. C'est pas un animal le Loire T'as mis ton doigt où? Voilà. Moi je dis que c'est là. Eh ben Maureen, je te dois un café. Interruption flash spéciale, je m'adresse à toi du futur, la copine de Rack-Tac, peut-être ex-futur. Comment tu appréhendes le fait que ton cher et tendre, qui a l'air extraordinaire, on va pas se mentir, vienne littéralement d'offrir un café à une femme qu'il connaît depuis 5 minutes?
Voilà. Et lui dire qu'on a le même cerveau pourri pour les blagues. Si tu peux me répondre à l'adresse mail j'ai plus rien dans ma vie @gmail.com. S'il te plaît au montage, vérifie qu'elle existe cette adresse mail. Par pitié. J'ai une petite devinette du coup pour vous. Sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je? Sans moi, Paris serait pris. Oh frère, c'est trop compliqué. J'ai pas un frère. Tu crois que c'est compliqué? Mais non, c'est tout con, c'est tout con, mais je vais Une personne mythique, enfin, alors quelqu'un qui a défendu Paris il y a longtemps? Non. Sans c'est moi, beaucoup plus simple. Qui suis-je? Un personnage. C'est que ou qui? C'est pas un personnage. Peut-être un jeu de mots alors quand même là-dessus, non? Hein? Paris pris. Perspicace. Perspicacité. Je mets de mon enquête là. Le A. Non mais incroyable. On a un génie pas. Non mais incroyable. Et c'est elle qui au début a dit ouais on peut utiliser nos 3 cerveaux machin et tout. Elle est toute seule. Incroyable. Tu la connaissais? Non. Oh, je dis bon, je l'ai. De la deviner. Ah. Je suis trop chaud. Check. Sans moi. C'est la lettre A. Mais pourquoi? Vas-y. Vas-y, la devinette. Sans moi, Paris serait pris. Il est où le A? Mais Putain, Je suis peut-être nul en skate, mais alors toi mon pote en orthographe. Qu'est-ce qui vous appartient mais que les gens utilisent plus que vous? Ma queue. Ah tu l'as. Wesh. La dinguerie. Non, sais pas du tout. personnellement, je vois pas. Non. Personne? Non. Donnez votre langue au chat. C'est Attends. qui m'appartient et que les gens utilisent plus que moi. Maintenant. J'ai dit laquelle déjà? J'ai dit. Tu nous as fait Oh, t'en as fait que deux. J'en ai fait Paris Et le prénom. et j'ai fait le prénom. Voilà. Qu'est-ce qui est plus utile? Cassé. Un œuf. Moi. Ah là on l'entend moins pas grande Alors. gueule. Hein. Qu'est-ce qui est plus utile? Cassé. Ah là on l'ouvre moins. Hein. Oh bon, en plus je me la racle sur elle, je dis ah là on l'ouvre moins et tout. Incroyable mais non. Bah merci beaucoup pour ce micro-trottoir. Attends on arrive. Oh il est passé. Let's go, let's go. Oh le collègue. Ah oui, carrément, ils ont une barrière. Lui, je sais pas si on peut le filmer. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai cru qu'il allait se faire mal. Eh, vous êtes chaud quand même, hein. Ah, lui, ça y est, lui, il est lancé. Oh, monsieur. Monsieur. Vas-y. Vas-y. On se sait, toi et moi, on se retient. Non, frérot, je vais tomber, frérot. Attends, tiens-moi lui, tiens-moi ça. Oh, une question. Oh, frérot, j'ai pas d'équilibre. Franchement, il est super fort. Prenez exemple sur lui. C'est super bien. Ça farte les man. Bon mes BG, on a pu tester la culture con no lyonnais. J'espère que ça vous a plu. Et tout de suite on se retrouve pour la suite de Loop. Let's go. Tac tac, la prochaine fois on va pas avoir des étudiantes en littérature, elles t'ont cartonné, hein, franchement. Par contre, le mec qui a dit le premier truc qu'on utilise que tu as et que les gens utilisent plus que toi, la teub, je suis en mode non mais gros, ça va. La lourdeur. Des beaufs. Ah ouais, je vois ça. Des jeunes beaufs. Mais 6-9 la trique, je connaissais pas du tout la phrase. Ah si, 6-9 la trique, c'est un classique, genre c'est une petite expression qui est. Bon, après, c'est une expression genre que tu utilises quand t'es gamin, hein. Je te cache pas qu'à 25 ans, t'es plus là, ouais. J'avoue que tu m'as jamais dit, on se voit, 6-9 la trique. Non, franchement, je l'utilise pas moi-même, tu vois. Genre ça. Dans le signe comme ça. Non, ça serait très bizarre, tu vois. Mais par contre, attends, le tatouage. Oh ouais, la vache. Ah ouais, ça c'est incroyable. Putain, j'avoue que c'était improbable quand même qu'il tombe sur quelqu'un qui s'est fait tatouer la phrase sur le mollet. C'est vraiment incroyable d'être lyonnais là. Au final. Et là où t'es une fraude quand même, Raktak, et je parle français, c'est que t'es venu faire l'outro au local, c'est-à-dire que t'avais oublié. Il a tourné en pirate comme ça sur le bon setup, là, il était là, espèce arracheur de dents, c'est trop drôle. En plus, c'est marrant parce que tu vois, genre, sur ces micro-trottoirs, je lui ai dit, de temps en temps, tu peux faire en rapport avec le thème, mais de temps en temps, si t'as envie de freestyle et de... Ah bah ça y est, là. Là, c'est bon. Fallait pas lui dire deux fois. Hein. Fallait pas lui dire... Non, parce que je sais, parce que de temps en temps, tu vois, genre, dans l'émission, il y avait des fois des commentaires qui disaient, ouais, trop bien quand ça n'a pas forcément de rapport, et des mecs qui m'ont dit, ouais, mais c'est bien quand il y a un rapport. Et moi, je dis, non, mais vas-y, tu sais quoi? Vas-y, je te fais confiance. Non, c'est pas mal en vrai. Non, il a pris du pédigré, ouais, ça met une petite... Il est bon. Un petit segment, il est bon. J'aime bien aller parler aux Lyonnais comme ça. Et en plus, c'est un gamin parce qu'il est allé sur la place de Hôtel de Ville. Et pour ceux qui ne sont pas de Lyon, c'est une place où en fait, il y a des gamins qui font du skate, etc. En off, là, quand on regardait en même temps que vous, j'ai dit, oh putain, il allait voir des gamins, le chien. Le gars, il est où le A? Il t'a trouvé en 2 secondes. Et ça, c'est magnifique. Donc, ça fait très plaisir. On va discuter aujourd'hui pour le fil rouge, les amis, un petit peu de culture, un petit peu d'histoire, un petit peu d'internet, d'accord? C'est un petit peu l'introduction du sujet d'aujourd'hui.
Donc c'est très intéressant d'avoir Rivenzi parce que toi-même, Rive, t'as fait plein de trucs sur l'histoire, t'as fait des lives, t'as apporté un peu de la culture, t'as transmis ta passion aux gens en live et ça c'est super intéressant. Bah, je pense que c'est assez réussi, t'as fait des lives avec des historiens, plein de trucs, etc. Et on va commencer gentiment avec une petite citation, d'accord, comme d'habitude. Notre ami Jarod, il aime bien. C'est une citation de Laurent Laplante dans son essai intitulé « Ignorant par abus d'information » qui a dit... Et là, vous me dites ce que vous en pensez de prime abord et après on peut en discuter. Si en effet Internet a beaucoup à offrir à qui sait ce qu'il cherche, le même Internet est tout aussi capable de compléter l'abrutissement de ceux et celles qui y naviguent sans boussole. La phrase est ici si vous voulez regarder, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin parce que j'avoue que j'ai un petit peu bégayé. J'avais des fèves dans la bouche. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre ami Laurent Laplante qui a écrit ça dans son livre qui, je le rappelle, s'appelle « Ignorant par abus d'information » Je pense que oui, il a raison dans le sens où c'est vrai qu'Internet, il y a tellement de choses que tu peux tomber sur plein de trucs, quoi, tu vois. Moi, dans le domaine de l'histoire, il suffit de regarder que t'as aujourd'hui des mecs qui n'y connaissent rien, qui se disent historiens, etc. et qui disent n'importe quoi, tu vois. Et des fois, moi, je tombe sur leur vidéo YouTube et je suis en mode « Oh, mais c'est ouf de dire ça !» Ah ouais ? Ah mais ouais, mais mec... Genre dans le domaine de l'histoire, c'est vraiment une problématique des sortes de fraudes, entre guillemets, je me permets, qui disent vraiment des grosses énormités historiques. En tout cas, qui défendent une idéologie, tu vois... notamment très 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 à droite, tu vois, donc du coup où tu te dis ah putain c'est border parce que c'est un truc dépassé, tu vois, c'est genre le roman national qui était institué dans les années 1870 pour après par la Troisième République, bah eux ils sont dedans complet, quoi, tu vois, les grands personnages historiques, etc. Enfin c'est plus du foutière, quoi, et t'es en mode ah ouais quand même. Et donc oui c'est dérangeant et du coup bah tu peux t'y perdre un petit peu si tu n'as pas les bons outils et les bonnes informations, je pense, à portée de main, quoi. Parce que l'histoire ça a l'air d'être un domaine qui est très politisé en vrai, j'ai l'impression. Parce que suivant de quel bord politique tu peux être, tu peux raconter l'histoire, je pense, différemment par rapport à quelqu'un qui a un bord différent. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par rapport à ça. En prenant un angle, en racontant une anecdote ou un truc qui sert à... Tu veux dire qu'on peut se discuter, tu veux dire, c'est ça ou... Par exemple, admettons quelqu'un de droite qui va raconter l'histoire de la France, va pas la raconter de la même façon que quelqu'un qui serait plutôt à gauche, j'ai envie de dire. En fait, en gros, tu peux avoir des angles qui sont différents. En fait, en gros, c'est plus dans le choix du sujet et dans l'angle que tu vas avoir que tu peux distinguer, parce que l'histoire, c'est politique, tu vois. Mais en fait, comme c'est une science, t'as les sciences dures et les sciences molles, qu'on appelle les sciences humaines maintenant, donc l'histoire et tout. En fait, on a tous des avis politiques, tu vois. Et donc, du coup, rien que sur le choix du sujet que tu vas faire, on peut venir discuter avec toi sur ah ouais, tes machins et tout. Mais en fait, c'est la méthode que tu vas mettre en place dans tes recherches en tant qu'historien qui va venir essayer de gommer et de lisser ta vision. Donc, en gros, un historien de gauche ou de droite, ils peuvent avoir peut-être un avis, un point de vue au départ divergent, mais la méthode appliquée va valider ou non la thèse d'un tel ou un tel, quoi, tu vois. Et tu vois, Einstein, il a son hypothèse, quelqu'un va venir la réfuter, mais sa méthode à l'époque était bonne. C'est comme des historiens aujourd'hui, t'as des mecs qui te disent oui, il faut aller lire tel livre qui date de 1930. Sauf que mec, 1930, tu te dis mais c'est comme s'il parlait de la gravité sans dire qu'Einstein était passé par là, quoi, tu vois. T'es en mode, imagine, ça fait quasiment 100 ans le bouquin. Tu peux pas te référer à des bouquins de 1930 pour parler de culture, enfin d'histoire. Ça a été écrit entre guillemets dans un certain contexte, d'une certaine manière. C'est ça, clairement. Et avec des informations que t'as en moins, tu vois. Pour le coup, tu vois, quand tu parles des Gaulois en 1930, tu oublies complètement le fait qu'aujourd'hui on sait que les Gaulois étaient un peuple ultra raffiné, ils ont inventé le savon, ils étaient sûrement mieux habillés que les Romains pendant la guerre des Gaules. Enfin, tu te dis c'est un truc de fou, et aujourd'hui on le sait, tu vois. Les Gaulois ont inventé le savon pour qu'une des rumeurs des Français à l'international soit qu'on pue. C'est quand même magnifique. C'est magnifique quand même. On a inventé le savon pour qu'il y ait que cette image des Français soit véhiculée à l'international. C'est ouf. Terrible. T'en penses quoi un petit peu, analyse de cette phrase? Est-ce que tu as sur la phrase, t'as une partie qui dit que du coup, si tu cherches quelque chose, Internet a beaucoup à offrir. Je suis d'accord dans le fait où, moi, je bosse beaucoup avec Internet. Si j'ai besoin d'une info ou quoi, tu cherches. Alors, oui, forcément, tu as les trucs qui viennent par rapport à la politique, mais tu as tellement d'infos que tu vas forcément trouver quelque chose. Aujourd'hui, Internet est tellement grand que tu trouveras des créateurs de contenu ou des articles qui vont pouvoir ponctuer ton truc. Et à la fois, j'avoue que si tu ne maîtrises pas bien, tu peux tomber sur des trucs qui n'ont aucun rapport. Si j'ai mal à la tête, je peux avoir un cancer, quoi, tu vois. Ouais, je vois le classique d'Oxysimo. Voilà, le classique. Mais en soi, Internet est un outil de fou, mais il faut savoir aller chercher un petit peu et ça demande un petit peu une connaissance. C'est ça. Et Internet, je trouve, alimente des clichés des fois. Plein de petites histoires. Et en fait, que Internet reprend et démultiplie. Par exemple, il y a une anecdote que je voyais il n'y a pas longtemps. Genre, par exemple, le fait que y a une histoire qui existe depuis super longtemps qui dit que Louis XVI a lui-même participé à la confection de la guillotine.
En gros, le docteur Guillotin serait venu le voir un jour avec d'autres ingénieurs qui travaillaient sur la guillotine. Et lui dire, en tiens, gros, pour lui vidéo dire, tes tranchoirs, ça tiens, donne un truc sympa. comment est-ce qu'on fait pour améliorer la lame, pour améliorer le truc. Et selon lui, l'idée de la lame biseautée sur la guillotine, ça viendrait notamment de Louis XVI. En fait, cette histoire est complètement fausse. En fait, on sait maintenant aujourd'hui que c'est faux. Ouais, c'est légende urbaine. Sauf qu'aujourd'hui, Internet survalide et revalide toujours l'hypothèse. Quoi, Moi, par rapport à ça, si tu veux, là où, comme il dit, beaucoup à offrir à qui sait ce qu'il cherche, mais ça peut un peu compléter l'abrutissement de ceux et celles qui naviguent sans boussole, ce qui me fait penser directement, c'est le fait que sur Internet à l'heure actuelle, moi, quand j'étais plus jeune, d'accord, dans un monde idéalisé de jeunes, je me disais, mais c'est trop bien avec ces outils-là, en fait, que ce soit au niveau de l'histoire, de la culture, des récits. Ouais. Il va rester que du fait, que la vérité. Parce que de toute façon, on va pouvoir trouver que celle-ci. Et en fait, moi, le truc que j'ai remarqué, sans aller dans certains trucs qui portent plus, bien sûr, à débat et interprétation, je dis pas que c'est toujours ça, mais même sur des trucs d'histoire, des trucs de fait, j'ai vraiment eu le sentiment que quand quelqu'un a envie de faire une recherche qui va conforter son point de vue, qui est peut-être même erroné, il va toujours, grâce à Internet, trouver quelque chose. Et du coup, de cette manière-là, toujours se conforter. Et je trouve que Internet est peut-être un des défauts pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, ça a fait quoi? Ça a fait qu'au lieu de te confronter à des moments, à des choses qui vont à l'encontre de ton point de vue, qui peuvent peut-être te faire réviser tes arguments, qui peuvent voire même te faire changer d'avis, ça a été la course à la confortation, ou le confortement, ou je connais pas le mot, de ton point de vue via la recherche de choses qui vont te faire aller dans le sens de ce que tu penses déjà. Et voire même éviter totalement ce qui ne va pas dans ton sens. En gros, et comme quelqu'un le dit dans le chat, le biais de confirmation constant grâce à Internet. Et là où moi je pensais que quand j'étais plus jeune, tu vois, ça allait être un outil magnifique où il n'y aurait que la vérité qui allait ressortir. Comme par exemple, je me disais, putain, mais les algorithmes, les maths, c'est génial, ça va permettre des trucs trop cool, puis ça a mis le SBMM dans les jeux vidéo. Donc, mais tu vois ce que je veux dire, je me disais ça, et en réalité, c'est totalement autre. Et tu vois, toujours vers la confirmation, vers la chose, et c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage, tu vois. Après, j'ai l'impression que de plus en plus, on arrive à... On va faire le mettre bilingue à des fact-checking. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui vérifient les informations. Et notamment, je sais pas si vous avez vu, de plus en plus, YouTube, ils mettent un petit pré-roll avant les vidéos qui dit que les vidéos complotistes, ils mettent en dessous genre un article qui dit attention, c'est complotiste, et puis un article qui contredit ce que la vidéo justement raconte. Et de plus en plus, on voit ça aussi sur Twitter. Il y a un bandeau sur les tweets un peu polémiques qui disent attention, c'est peut-être faux, tu veux lire l'article avant de retweeter le tweet, tu vois. Donc aujourd'hui, on avance sur des trucs. Ce qu'il dit, c'est vrai, je l'ai déjà vu. Après, tu vois, ça par exemple, ça c'est aussi par débat. Est-ce que c'est à ces sociétés-là de, on va dire, mesurer la parole de ce qui est à dire ou pas? Est-ce que un truc faux doit du coup par essence jamais être diffusé, ou alors est-ce que du coup il peut l'être parce qu'en réalité il est peut-être faux dans le fond mais il y a quand même une partie de vrai? Tu vois, c'est toujours une part d'interprétation qui est un peu chaude. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt de ce côté si c'est faux et que c'est diffusé à grande échelle, c'est pas top, c'est pas bon, ça véhicule du mauvais. Puis après derrière, c'est vrai que dans des choses qui étaient présumées fausses, il y a pu avoir du vrai, d'accord? Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a un débat de fond plus philosophique que je trouve qui est intéressant, c'est est-ce que c'est à ces GAFAM là de... Bah ouais, c'est ça qui est dur, quoi, parce que tu vois, je trouve. Bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire où est-ce que qui gère ça du côté des GAFAM, qui dit ça c'est faux et tout. C'est dur, tu vois, en vrai, pour le coup. Mais j'avoue, j'ai jamais vu ça. Moi, j'avoue que j'aime bien, tu vois, pour confronter mon opinion, j'aime bien aller sur des trucs, sur des sites ou des vidéos où je sais que ça va être des opinions très différentes des miens, et où du coup ça. Parce que ces gens-là, des fois, quand ils disent parce que ces gens-là souvent disent des conneries, en fait, souvent ça te permet de confronter. Pourquoi est-ce qu'ils disent des bêtises? Pourquoi est-ce que tu dois prendre le temps de déconstruire leur argumentaire et tout? Ça prend du temps, mais au moins ça forge ton esprit critique sur ce que tu vois, sur les choses qui te paraissent évidentes et sur aussi les choses où tu es en mode, mais pourquoi il dit ça? Je comprends pas. Mais parfois, j'ai discuté de ça avec un prof là, que j'ai une dernière invité que j'ai eu en live histoire. Et en gros, il dit, moi ça m'arrive d'avoir comme étudiant des vrais fachos, quoi, tu vois, des mecs convaincus et tout, enfin des racistes et machin. Et Pétain, c'était le feu, quoi. Voilà, vraiment. Et en gros, il dit, mais moi, quand ils veulent faire un master d'histoire, je ne les refuse pas, je les prends avec moi. Je leur dis, je vais vous faire chier. Je vais vous prendre avec moi et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est de l'histoire et qu'est-ce que c'est des recherches historiques, tu vois. Et il dit, parce que si tu marginalises ces gens-là, du coup, ils sont tout seuls dans leur coin et tu les laisses, on va dire, de côté, quoi, tu vois. Alors que si tu les prends avec toi, t'essaies de les former à ce que c'est que la recherche historique. Et faire une ouverture d'esprit derrière. C'est ça. Ou à ramener leur ouverture d'esprit. Et Nicolas Patin était super intéressant quand on discutait de ça, quoi, justement. Donc oui, c'est sûr que Internet, c'est un outil incroyable. Mais il faut savoir s'aiguiller pour pouvoir trouver, je pense, les bonnes sources. Moi, quand on parle de ça, tu sais, ça me fait penser à quoi? Surtout au niveau du côté un peu boussole de la chose. Tu vois, l'abrutissement de celles et ceux qui naviguent sans boussole, entre guillemets. Moi, ça me fait penser à ces subreddits américains
où c'était du réel. Ouais. Des subreddits américains, donc il y en avait un en particulier, c'était des gens qui témoignaient de leurs parents, oncles, tantes, amis, de temps en temps, qui étaient totalement tombés dans tout ce qui était théorie QAnon et compagnie. Ah ouais. Donc, théorie QAnon, je vais pas vous les résumer, vous ferez vos recherches si vous êtes intéressés, mais c'était en gros des théories deep, l'état profond, Trump en réalité c'est lui qui a gagné, mais bref, plein de trucs comme ça. C'était très... c'était des théories pas ouf, quoi. Et en réalité, c'était des gens qui, au fur et à mesure, avaient sombré dans une sorte vraiment de paranoïa, de full biais de confirmation, qui s'informaient entre eux, qui parlaient qu'entre eux, sur des canaux, qui en plus, à côté de ça, étaient marginalisés, comme tu le dis, par des réseaux sociaux, et donc continuaient à cet effet en mode on est seul contre tous avec la vérité, quoi, tu vois. Et c'est des gens qui parlaient, qui disaient, mais à cause d'Internet, à cause de tout ça, j'ai perdu contact avec mes parents, on se parle plus, c'est mort. Après, genre des familles se sont décimées. Et vraiment, c'est des dizaines de threads de témoignages aux Ouais. États-Unis sur ce sujet en particulier. Après, le truc de se séparer, en tout cas, le fait de croire profondément en quelque chose qui semble fou, c'est quelque chose qui est pas nouveau, tu vois. En vrai, il suffit de regarder l'Allemagne entre les années 20-30, avant la Seconde Guerre mondiale. Bah, tu vois, c'est même pas des gens marginalisés. Par exemple, il y a Christian Ingrao, qui est un historien que moi j'aime beaucoup. On est même devenus potes. Qui a écrit un bouquin référent qui s'appelle Croire et détruire, et où en fait dans ses recherches c'est un historien qui a profité de l'ouverture des archives soviétiques à la chute du rideau de fer en 1991. Il a fait des recherches dans les archives soviétiques et il s'est rendu compte que parmi les groupes, ce qu'on appelle les Einsatzgruppen, qui étaient ces fameux groupes d'intervention donc sur le front de l'Est, en Pologne et en Ukraine, qui allaient tuer des enfants, des femmes, des hommes de manière complètement horrible, et ben en fait il s'est rendu compte que dans ce groupe il y avait des mecs qui avaient des maîtrises, des doctorats, des mecs ultra qualifiés. Ouais. Et tu te dis, mais comment est-ce que des gars ultra qualifiés, qui sont pourtant l'élite de ton pays, intellectuellement parlant, se sont retrouvés quelques années plus tard à mettre des balles dans des têtes à des gamins, tu vois. Et donc, il a fait la recherche là-dessus. Il a fait, c'est un peu ce qu'a fait Bourdieu, mais c'est de la sociologie en gros historique. Et en gros, tu te rends compte que ces mecs-là, dans les universités, dans les années 20-30, c'est tous des gars qui étaient nationalistes, d'extrême droite. Et alors que l'Allemagne se relevait alors que l'Allemagne serait de la Première Guerre mondiale, comment est-ce que tu veux que la République de Weimar, qui était ce fameux régime politique dans l'entre-deux-guerres, qui devait être une république normalement, comment est-ce que tu veux qu'elle existe alors que tes futures élites sont d'ores et déjà des nationalistes et des mecs d'extrême droite, tu vois, vraiment, mais extrême droite, quoi, tu vois, genre antisémites et ce genre de choses. Et en fait, c'est des gens, et notamment les anciens combattants, quelques anciens combattants, pas tous, attention, étaient vraiment dans ce délire-là. C'est-à-dire qu'il y avait des puissances supranationales qui étaient contre les juifs, les bolcheviks, le capitalisme, tout ça. Seuls contre tous, qui veulent la défaite de l'Allemagne, en fait, qui a perdu la guerre. L'Allemagne avait ce qu'ils appelaient la Volksmannschaft, c'était la société. Et la société, c'était eux ou nous. C'est nous ou les juifs. Okay. Et à la fin, c'est tout un pays qui vrille là-dedans, une bonne partie du pays, et c'est ça qui justifie qu'à la fin, tu me tues les enfants sur le front de l'Est. Parce que si c'est pas toi, ce sera eux. Et c'est eux qui tueront tes enfants et qui tueront ta femme, etc. D'accord. Et à la fin, cette notion de survie amène à l'hyperviolence dans ce conflit-là, en tout cas, qui est la Seconde Guerre mondiale. C'est super intéressant, franchement. Christian Ingrao, c'est vraiment passionnant, n'hésitez pas à checker. En parlant de passion et d'histoire, nous avons quelques statistiques. On a fait quelques petites recherches, du coup, au niveau de la passion de l'histoire pour les gens. Est-ce que les gens aiment bien l'histoire? Est-ce que les jeunes aiment bien l'histoire? Parce que, alors déjà, tu sais quoi, avant de regarder les stats, est-ce que vous aimez bien l'histoire quand vous étiez ne serait-ce qu'étudiant? Bon, Riff, je te pose pas la question. Nicolas, Anaïs. Moi, au départ, pas du tout. Puis après, je suis tombé sur un prof qui était passionné par ça, qui racontait d'une façon mais tellement incroyable que ça donnait vraiment envie d'écouter. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à de plus en plus apprécier l'histoire et puis même la géographie, parce que les deux matières sont liées quand on est au lycée, quoi. Anaïs, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ça dépend vachement des profs, en vrai. Ça dépend si tu tombes sur quelqu'un de passionné, mais il va te transmettre un truc qui fait que tu vas vouloir t'intéresser. Alors lycée, je n'ai plus trop de souvenirs parce que ça m'a pas beaucoup marqué. Mais t'aimais bien ou pas? C'est au collège, j'aimais beaucoup tout ce qui était mythologie, que ce soit grecque ou égyptienne. Ouais, parce que j'avais un prof justement qui aimait ça et qui avait fait en sorte de me retranscrire ça. Si au lycée, je vous dis une connerie, j'avais un prof qui était tout jeune, il venait tout juste, il était en alternance, je sais pas trop comment ils appellent ça, et qui nous avait fait une sorte de RP où on devait se créer un personnage au temps de la Révolution française. Putain, c'est nerveux. Putain, il s'est chauffé. Hein. Et ça, franchement, j'ai kiffé. Putain, mais le roi, wesh. Et là, franchement, tu prends du plaisir à te renseigner. Putain, ils sont forts, les profs qui arrivent à faire ça. Hein. Et c'était hyper imaginatif. Et au début, tu vois, quand t'es gamin, tu te dis, wow, qu'est-ce qu'il fait, le mec Et en fait, tu te prends au jeu de
te renseigner sur la période, de voir quel type de population il pouvait y avoir, comment ils vivaient, les conditions de travail, etc. En plus, Anaïs, elle allait au lycée en 1950. Hein, donc ah bah ouais, on était dedans, quoi. On était dedans, quoi. C'était il y a... franchement, c'était chouette. En dehors de la vanne, ça avait l'air vraiment énervé. C'était vraiment cool, ouais. Moi, c'est pareil. Au lycée, je suis tombé sur un prof. Il était excellent. C'était un prof d'histoire absolument exceptionnel. Il ressemblait à Johnny Sins. Voilà, je le dis parce que dans le lycée, tout le monde le disait. Donc c'était à mourir de rire. Mais en dehors de ça, c'était un monstre. Mais le genre de monstre où je vais vous donner un exemple dans une classe qui était un petit peu agitée, c'était le genre de cours où c'est les mecs, quand ça parlait, des mecs se retournaient, tu fermes ta gueule. Genre, c'était des élèves qui se disaient de se taire entre eux quand il y en avait un qui faisait trop de bruit, tellement ils captivaient littéralement. C'est impressionnant de faire ça. Toute la classe. Donc, les élèves s'autorégulaient entre eux pour justement pas faire de bruit, pour pouvoir suivre ce qu'ils disaient. Il y avait toujours une pointe d'humour, de petites anecdotes archi cool au milieu, parce que quand j'étais au lycée, je me rappelle, c'était l'histoire de la Chine. Donc je crois qu'on parlait de Mao Zedong, du pont en avant, des trucs comme ça. En tout cas, de souvenirs, c'était ça, tu vois. Donc il avait toujours un truc pour te le rendre passionnant. Moi, je me rappelle quand je rendais des contrôles, mais je voulais m'appliquer et lui rendre des dingueries. Comme ça, le mec, il m'envoie des bonnes notes. Trop stylé, je voulais me déchirer pour avoir des bonnes notes dans sa matière et en mode, tiens, regarde, mec, ce que tu m'as appris, c'était vraiment de la frappe, tu vois. Genre, ça me tenait à cœur. Alors que cette époque-là, j'étais un sacré branle-couille. Mais pour ce prof en particulier, moi, j'ai toujours adoré l'histoire et la géographie. J'ai toujours trouvé ça super passionnant. Bah ouais, en fait, ça dépend tellement des profs. En fait, vous avez raison. Hein. C'est parce que vu qu'il faut raconter une histoire, il faut être un bon conteur à un moment donné et réussir à mettre du rythme, à trouver les petites anecdotes. Moi, mes cours étaient j'ai eu la chance. Mon premier prof d'histoire était incroyable, quoi. Tu vois, vraiment super bon. En plus, il avait un feu sur la langue. Le prof qui faisait toute l'antiquité égyptienne. Alors, tu vois, et grec. Alors, Ulysse, c'est la guerre de Troie avec le Cyclope, l'Odyssée d'Ulysse. Je peux te dire que ça m'a marqué, tu vois. Mais il était très bon, tu vois. Sinon, et franchement, ouais, c'était. Et après, du coup, moi, j'ai poussé après en fac et tout. Mais oui, des profs, c'est hyper important. Mais même tous tes profs à la fac sont pas très bons. T'as des profs qui sont exceptionnels à la fac, comme t'as des profs. Moi, j'avais un prof sur le Saint-Empire romain germanique. Je peux vous dire que c'était l'enfer. J'ai eu 3 ans. J'ai eu 3 années. C'était le pire prof. On se détestait, lui et moi. On se regardait comme un chien de fusil comme ça. On se détestait. Vraiment, on se détestait. Et voilà, quoi, tu vois. Mais bon, ouais, avoir un prof passionnant. Et c'est cool, c'est quand j'arrive à avoir des historiens. Souvent, ils sont intéressants aussi dans les émissions. Et en vrai, ça change tout, tu vois. Ils connaissent bien leur sujet. Ils sont passionnés par leur sujet. Et là, t'as envie de les suivre pendant des heures, quoi. Mais le pire, c'est que moi, je trouve que cette passion pour l'histoire, en tout cas de mon côté, elle s'est décuplée avec le temps. Je trouve qu'avec à des moments, quand j'étais plus jeune, je pouvais être l'inattentif jeune. C'est-à-dire pas me rendre compte que ce qu'on m'apprend, c'est vraiment intéressant. Parce que j'en voyais pas l'utilité, parce que si, parce que ça. Là, maintenant, je regarde une vidéo d'un Nota Bene, ou alors je regarde un live d'histoire, comme par exemple quand Étoile, ils sont allés au musée, ou alors toi, quand t'accueilles une historienne, des fois, ça m'arrive de me poser dessus. Et ben, ce qu'ils vont apporter, tu vois, pareil pour les vulgarisateurs, de temps en temps des Doc 7, des trucs comme ça, mais je te jure, j'adore ça, mec. Genre, je me rends compte que je kiffe ça. Je vais dans un musée, je lis. Bon, très souvent, j'oublie. J'oublie la plupart. Mais, je trouve ça vraiment passionnant, tu vois. Et je trouve que ça a augmenté avec le temps. Plus je vieillis, plus l'histoire, plus les anecdotes, plus ces trucs historiques, ces faits historiques, pouvoir en parler, pouvoir à des moments les ressortir. Mais pas les ressortir pour montrer, les mecs, j'ai trop de culture, quoi. Non, mais en mode... Sujet de discussion, voilà. Je trouve que c'est trop de la frappe. Est-ce que vous avez comment est-ce que vous consommez genre l'histoire ou la culture de manière générale, vidéo YouTube? Vous allez au musée, vous lisez des bouquins? YouTube et musée, moi. Ok. Et un peu bouquin quand ces derniers temps, je me suis remis à lire. Ah ouais, ok, tu te chauffes parce que certains bouquins d'histoire, c'est pas facile à lire. Franchement, ouais, YouTube, t'es live histoire. Et de plus en plus, mon arrière-grand-mère, qui a 95 ou 16 ans cette année, qui a connu du coup la Seconde Guerre mondiale. Et à chaque fois que je vais la voir, je lui demande est-ce que tu peux me raconter un petit peu. Elle était à Paris justement pour la libération de Paris. Est-ce que tu peux me raconter la libération de Paris, comment ça s'est fait? Puis avoir quelqu'un qui a vécu ça et puis qui te le raconte vraiment parce que elle était en plein dedans au final. C'est d'autant plus important parce qu'il y a aussi des émotions qui parlent. Et c'est ouf parce que moi, je regardais, Arte a fait une série de 6 épisodes sur la guerre d'Algérie parce que c'était les 50 ans des accords d'Évian. Moi, c'est une période que je connais pas trop. Et donc, je pose. Du coup, j'ai une dernière grand-mère qui est en vie. Je lui dis parce qu'il y avait beaucoup d'appelés en Algérie. Et du coup, je dis à ma grand-mère, mais nous, un grand-père a fait l'Algérie. Ouais, est-ce qu'il y était? Elle me dit, ouais, mais il en a jamais parlé. Je suis en mode, putain, mais c'est ouf. Et je suis en mode, c'est dingue. Parce qu'il a fait rapidement, il a pas fait beaucoup, mais il en a jamais parlé. Tu vois, c'est pareil. C'est exactement pareil. Mon arrière-grand-père qui est décédé du coup en 2004. Mes parents me disaient qu'il a jamais parlé de la guerre parce que lui s'est fait déporter dans des camps de travaux. Je sais pas, plan de travaux. Il n'en a jamais parlé et il a jamais non plus demandé les médailles
après la Ah guerre. ouais, ok. Parce que pour lui, apparemment, c'était un trop gros traumatisme. Il avait vraiment pas envie de se remémorer tout ce délire. Ouais, c'est compliqué de leur parler, tu vois, quand c'est comme ça, ouais. Clairement. Anaïs, peut-être? Je ne lis pas. Voilà, je l'admets, je ne lis plus depuis longtemps, plus le temps. Mais par contre, je consomme pas mal de vidéos YouTube, ouais. Énervé. Mais genre, je me fous le PC, je mange en même temps et j'écoute et je trouve ça T'arrives à tellement retenir des petites intéressant. infos et tout, quand même Des fois, ouais, mais au bout d'un moment, tu t'en rappelles plus. Mais par contre, je suis souvent du genre à me dire il s'est passé quoi et je checker sur Google. Ouais. J'ai un réflexe, je suis curieuse, j'ai envie de savoir, je vais checker et après ça rentre petit à petit. Non, sur le moment, je retiens pas tout. Hein, Ouais, après, t'as tellement maintenant, tu peux voir tellement de vidéos que tu retiendras jamais tout, c'est ça en c'est sûr. fait. Tu m'as tellement de trucs, mais ouais, c'est hyper intéressant. J'aime bien vraiment. Le vidéo YouTube, c'est le format que je consomme le plus. C'est petit, ça se consomme bien, c'est dynamique, donc ça passe trop bien. Sur ce sujet, on a des statistiques. Du coup, il y a à peu près 3 Français sur 4 du coup, qui s'intéressent à l'histoire du pays. Regardez, à peu près 75%. Mais pour parler de l'âge, et là, je trouve que c'était intéressant d'en discuter, 41% des Français de plus de 35 ans s'intéressent de plus en plus à l'histoire avec le temps, contre seulement 13% chez moins de 35 ans. Et c'est là où on ressent, quand on compare à des études avec le temps, qu'il y a un petit désintérêt au fur et à mesure chez les jeunes de l'histoire, de justement ces sujets-là. Et on s'est rendu compte effectivement que ces derniers... Un petit téléphone, non, mais c'est rien. C'est pas très grave. Donc on s'est rendu compte vraiment avec le temps qu'il y a ce petit désintérêt, tu vois, chez les jeunes vis-à-vis de l'histoire, de la culture, de ces trucs. Pas chez tout le monde, bien sûr, mais que c'était aussi quelque chose qui grimpait avec l'âge. Du coup, plus il vieillissait, plus ça allait. Je pense que ça vient avec l'âge, tu vois, au fur et à mesure, tu t'intéresses à des trucs et en vrai, t'as tellement d'autres choses à penser, je pense, quand t'es jeune, tu vois, que de dire mais c'est passé comment. Qu'est-ce qu'on mange à la cantine ? Bah ouais, non, mais, je pense que t'as d'autres trucs à penser, tu vois, même quand t'es jeune actif, je pense que t'as pas le temps de te poser. Je pense que quand t'es bien installé dans ta vie, quand t'as fait ce que t'avais à faire, tu te dis bah tu commences à regarder des choses et voilà quoi, tu vois. Donc en vrai, le voyage, moi je trouve que ça a un impact assez fort. Ouais. Parce que quand t'es gamin, alors si t'as la chance d'avoir des parents qui voyagent, mais moi j'ai voyagé vachement à partir de mes 20 à 22 ans. Et quand je vais dans un autre pays, je vais faire le musée pour m'intéresser à la période. Et du coup, genre quand je suis à Lisbonne, j'ai fait 36 000 musées. Je connais l'histoire du Fado, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je me suis intéressée à la ville, savoir qu'il y avait eu un éboulement, un incendie, tout ça, que je me serais pas forcément intéressée sans avoir eu le temps d'aller voyager dans la ville, etc. Donc je pense que ça forge aussi, et du coup ça fait que ça arrive plus tard. Quand t'es gamin, tu t'en fous, quoi. Mais au niveau de ce désintérêt, vous pensez aussi que c'est quelque chose qui vient vis-à-vis peut-être de la concurrence par le divertissement, que du coup les gens, ça les intéresse un peu moins parce qu'il y a des centres d'intérêt qui ont grandi? Parce que, tu vois, genre, truc très con, hein, là je parle vraiment de l'impression, hein, c'est pas du tout... mais tu sais, quand j'étais jeune, il y avait vraiment des moments où on pouvait dire « Putain, mais on se fait chier, quoi ». J'ai le sentiment que c'est maintenant, avec tous les outils que tu as à disposition, c'est un petit peu plus difficile, tu vois. Et donc là où j'essaye de relier mon propos avec ce qu'on est en train de parler, du coup, est-ce que des sujets plus classiques qui peuvent provoquer de l'intérêt comme l'histoire, ils rentrent pas en concurrence avec le divertissement au sens général très accessible maintenant, que ce soit séries, films, musique, stream, vidéo et ainsi de suite, tu vois. Sûr que c'était sûr que t'es en concurrence, quoi, tu vois. Et là, la multiplicité fait que t'es en concurrence, mais je pense que malgré tout, si tu t'intéresses une fois à un sujet, l'histoire, mais un autre sujet, tu vois, comme la culture, je pense qu'aussi les gens peut-être diversifient plus leur centre d'intérêt, tu vois. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, je pense, d'avoir accès à de l'astrologie, à l'astronomie, pardon. Tu vois, tu peux plus avoir accès à différentes sciences, je pense, que juste l'histoire où finalement tu avais des bouquins pour lire, alors que maintenant peut-être que tu avais des atlas qui n'étaient pas faciles à trouver. Maintenant tu peux vraiment diversifier les domaines dans lesquels tu veux t'intéresser, et donc je pense qu'il y a aussi une diversification, mais moi je pense qu'il y a quand même un plaisir d'apprendre franchement, regarder une vidéo qui t'apprend des trucs, c'est tellement satisfaisant, ça donne une sensation qui est folle, quoi. Avant, on avait la télé. Oui, c'est vrai. Les gens ne choisissaient pas ce qu'on regarde. La bonne vieille télé. Oui, c'est vrai que tu choisis pas ce que tu regardes, tu vois. Là, t'as plus de choix, tu vois. Il y avait 6 chaînes qui se battaient en duel. Maintenant, t'as Internet, genre. Tu regardais 25 vidéos sur le dressage des chiens et apprendre à dresser les chiens et de un crack du dressage, je pense que tu peux tout à fait le faire avec Internet maintenant, quoi. Tu vois, mais paradoxalement, avec ça, je trouve qu'il y a aussi un biais de problème avec Internet. Tu vois, je trouve que vu qu'on a beaucoup plus le choix, je trouve du coup, pour certains, bien sûr, hein. Donc, je dis pas que c'est une tendance pour tout le monde, mais j'ai le sentiment aussi que du coup, les gens testent moins de choses et sortent moins de leur confort, en fait. Ah ouais, c'est carrément mon cas. Comme par exemple la musique, tu vois. Genre la musique, avant, j'écoutais sur MTV et MCM, et je passais par une demi-douzaine de musiques à chier ou qui m'intéressaient pas de prime abord avant de tomber sur des musiques que j'aimais bien, tu vois. Ouais. Mais ça a fait aussi que j'ai découvert des sons genre que j'aurais pas écouté à l'heure actuelle. Alors que tu vois, à l'heure actuelle, avec Spotify, les mecs, ils ont un style de musique qu'ils aiment bien. Du coup, ils vont mettre que le style de musique qu'ils aiment bien, se rester attachés à ça et avoir peut-être de temps en temps moins la curiosité d'aller tester d'autres trucs.
et donc du coup rester tout le temps dans ce que t'aimes bien. Et ça se retranscrit par exemple sur Spotify, mais aussi avec les algorithmes YouTube qui vont toujours te pusher un certain type de contenu parce qu'ils savent que ça te fait garder Twitch et ainsi de suite, tu vois. Je te rejoins pour ce qui est de Spotify parce que c'était carrément mon cas à l'époque. Il y a Once Upon a Time en 2017, et puis en 2018 il y a une application qui a révolutionné le monde qui est apparue sur internet, c'est TikTok. Et en fait TikTok ça fait découvrir de nouvelles musiques vraiment qui est pas du tout mon style, et puis c'est grâce à ça que j'ai réussi à renouveler un petit peu ma playlist et puis ce que j'aimais comme style de musique, découvrir de nouveau, parce qu'avant j'étais beaucoup dans le rap et là je me suis plus rapproché un peu du rock, mais plus du rock début 2000, toi, genre vraiment je vois. Grâce à TikTok. Par exemple, il y a le chroniqueur sale qui est passé ici et qui parle beaucoup de rap. Et lui, il dit, mais moi, je suis fasciné à quel point. Alors, il est un peu plus âgé, il parle beaucoup de rap, il le dissèque, il en discute. Et il dit, moi, je suis fasciné de voir à quel point les jeunes, à l'heure actuelle, il y a des mecs de plus en plus, il a le sentiment, c'est des bousillés de rap français, mais ils écoutent que ça. Les mecs écoutent rien du tout. Et il dit, mais dans tous les styles de musique, dans tous les accords, dans toutes les possibilités. Mais bien sûr que si, tu vas aimer autre chose. C'est impossible d'être fan que d'un style. C'est clair. Genre. Et là, cet exemple qu'on transpose à la musique, on peut le transposer sur plein d'autres choses. Mais sur plein de trucs, tu vois, pour le coup, moi j'avoue que l'histoire, si tu veux ne regarder que des vidéos sur un sujet précis, mec, sur YouTube, t'as de quoi regarder pour 3 vies, quoi, tu vois. Enfin, c'est énorme. Donc vraiment, rien que pour changer de sujet et tout, des fois, c'est pas simple. Mais oui, en fait, et puis les algos push de toute façon des trucs tout le temps similaires. Donc en fait, tu vas toujours retomber sur un sujet similaire. Donc ouais, clairement, Internet n'est pas vraiment tout le temps pour trouver des trucs nouveaux ou te présenter des choses nouvelles, quoi. Surtout avec ce côté algorithme pour te maintenir, etc. Parce que sur Twitter, tu suis des gens qui t'intéressent de prime abord. Sur Facebook, te push des trucs particuliers aussi. Insta, c'est fait par rapport à ce que tu as regardé avant. Et en gros, paradoxalement, l'algorithme et la liberté d'avoir accès à tout, à des moments, ça restreint. Tu vois, genre cheval avec des œillères, quoi. Tu vois, quelqu'un disait ça dans le chat, j'avais trouvé l'expression. C'est à nous d'aller checker, d'aller ouvrir la curiosité. Carrément. Moi, je te le dis, mon YouTube, il a complètement changé depuis 3 mois. Maintenant, je pose des salles de bain que je ne savais pas faire. Là, je suis en train de rénover un appart et vraiment, genre, je te dis, il y a 3 mois, j'aurais jamais su faire l'électricité. Et le fait d'aller sur YouTube, machin. Oui, c'est un truc très cool quand même. Tout est ouvert et t'as tellement de tutos, de trucs, machin, tu peux tout faire. D'ailleurs, à ce sujet sur YouTube, moi, une des vidéos histoire récemment qui m'avait marqué, et après on avance un petit peu, c'était la vidéo de Nota Bene sur le roman national post-Seconde Guerre mondiale, sur ce qui a été fait à la Libération, du coup aux collabos. Et donc du coup aux gens, enfin aux femmes qui ont été rasées, aux gens qui ont été exécutés de manière sommaire, à la manière dont la justice a été rendue, comment est-ce que dans le débat et dans le roman national au fur et à mesure des années, il y a eu une phase de pardon pour réintégrer ces gens-là dans la société, parce qu'on va pas tous les buter, quoi, tu vois, ils étaient quand même beaucoup, effectivement, pas avoir résisté, quoi. Et dedans, il y avait pas que des merdes non plus, tu vois. Donc du coup, c'était une vidéo super intéressante sur un sujet qui est très peu traité, tu vois, et j'avais trouvé ça vraiment super passionnant, tu vois, j'avais vraiment kiffé. Ah ouais, non, mais de toute façon, Nota Bene, je trouve qu'il est vraiment, il est vraiment progressé dans ses vidéos. Je trouve qu'avant, je trouvais ça parfois. Ben, je le connais, bien sûr, je le salue. J'avais trouvé ça un peu ennuyant sur le montage et tout, mais je trouve que maintenant il a tellement step up sur sa diction et tout, c'est trop intéressant à regarder maintenant. Mais tu commences, t'as envie de finir la vidéo parce que t'as envie de savoir ce qu'il va te dire, il te capte. Non, il est bien, il est très très bien, je trouve. Non, j'aime beaucoup, c'est un bon. Alors, moi, un des trucs qui me passionne, du coup, vu qu'on parle un peu d'éducation, d'internet, etc., c'est le côté digitalisation qui risque d'y avoir des moments sur l'éducation, d'accord ? Donc, tu as l'enseignement avec une éducation qui se nationalise. Il existe désormais un truc qui s'appelle l'ENT, l'espace numérique de travail, dans plusieurs écoles, d'accord ? Il y a le côté pédagogique, accompagnement de la vie scolaire, les endroits où tu suis tes notes, les cahiers de texte numériques, ton emploi du temps, tout ça, machin, nana, classique. Mais le truc de plus en plus jeune, avec des tablettes qui peuvent être utilisées, pour certains, dès l'école primaire pour les plus jeunes, d'accord ? Le fait que ça va aller dans le sens de l'histoire, je pense, dans la marche, etc., nana, et que de plus en plus jeunes, des enfants risquent à des moments d'utiliser des outils numériques pour pouvoir être éduqués ou dans leur éducation. C'est quelque chose qui vous freine ou que vous trouvez que ça va dans le sens de l'histoire ou que fait avec parcimonie ou correctement, ça peut être bien? Moi, j'ai une question avant d'entamer le sujet. Vu que je suis une boumeuse et que l'ENT, je l'ai connu 1 an, comment c'est un peu développé en ce moment dans les écoles? Est-ce qu'ils sont tous équipés ou pas du tout? Après, t'as le classique comme nous on avait, parce que là, pour le coup, c'est pas une révolution ce que je dis. Nous, on avait tous nos emplois du temps sur Internet, on avait Pronote, tu vois, pour voir tes notes, tes trucs, etc. C'est juste que là, je parle vraiment de plus en plus d'outils intégrés en classe. Ah, carrément en cours, du coup. Dès les plus jeunes, tu vois. Ouais, c'est ça. Au lieu d'avoir un bouquin, t'as une tablette, quoi. C'est ça. Ah oui. Je suis un peu vieille, du coup. Je sais pas, moi, j'avoue que. Pour commencer vite, moi je trouve que ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est de l'écriture. J'espère qu'on sautera jamais le passage
l'écriture, on va dire, de pas savoir écrire à l'écriture directement sur clavier, tu vois. Parce que je trouve qu'il y a quand même un rapport physique à l'écriture, et au fait de faire des lettres et tout, qui est quand même, je pense, assez important dans l'apprentissage et l'assimilation de la langue, quoi, tu vois, je pense. Dans la manière de, ok, le J, et tu vois, rien que le faire, ça t'aide aussi à assimiler la prononciation, le jeu, enfin, tu vois, le fait de l'écrire, je trouve que ça apporte vraiment un truc, quoi. Alors que si juste tu le tapes, peut-être que tu peux zapper quelques petits trucs. Déjà, moi, en fait, déjà, moi, je sais que rien que le changement d'apprentissage, tu sais, il y a la méthode syllabique pour apprendre à écrire, ou tu as la méthode globale. Moi, je sais que je suis passé à la méthode globale quand j'étais gamin. C'est quoi la méthode globale ? En gros, avant, je vais peut-être pas dire de bêtises, mais en gros, on t'expliquait syllabe par syllabe comment est-ce que tu devais prononcer et écrire les mots. Et quand la méthode globale, c'était comment est-ce que tu prononçais, on va dire, l'entièreté d'un mot, quoi, tu vois. Ok. Moi, je crois que j'ai eu le syllabique, moi. J'ai eu le syllabique aussi. Ouais. Moi, j'ai eu global. Moi, je suis arrivé à l'époque où ça arrivait global. Et après, c'est repassé syllabique plus tard. Mais bien plus tard. Après, je vous redis. Et je sais que la méthode globale, pour beaucoup, c'était une catastrophe en termes d'apprentissage et tout. Et moi, j'ai des lacunes en français qui sont énormes. Ah ouais ? Moi, je suis nul en écriture. Après, pourquoi est-ce que c'est lié ? Est-ce que c'est la méthode globale ou pas ? Peut-être. Mais en tout cas, moi, je sais que mes parents étaient en mode, mais what the fuck, c'est quoi ce truc ? Et plein de profs étaient en mode, c'est à chier. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs retourné à la méthode syllabique depuis, quoi. Comme quelqu'un, il a dit, les gens qui écrivent quand même. Comme eux-mêmes. Comme même. Voilà, par exemple, je fais partie de ces gens-là. Non, pas tout à fait, mais voilà, il y avait un truc un peu particulier. Et donc, je me dis, si rien que ça peut fucked up au niveau de l'écriture, de la prononciation et tout, je me dis, passer directement juste de l'écrit sur table à de l'écrit tablette numérique, je me dis, putain, ça peut être chaud, quoi. Petit témoignage que j'ai trouvé intéressant là dans le chat, j'ai été babysitter et grave relou d'aider les gosses avec leur tablette. Ils trouvent toujours des manières d'utiliser leur tablette pour autre chose que le travail. Je sais que par exemple en classe, ça s'envoyait des photos en airdrop pour rigoler au lieu de suivre les cours. La lourdeur, 7 ans. La faute, 7 ans, mais non, c'est pas l'utiliser correctement. Ça envoie des selfies en airdrop, 8 ans comme ça. En direct de classe. Parce qu'en fait, le gamin, il sait très bien à quoi ça sert, en fait, tu vois. Bien sûr. C'est un mode, je sais très bien que c'est fait pour travailler, mais je sais très bien qu'il y a plein d'autres méthodes de pas travailler dessus, quoi. Tu vois. Vous en pensez quoi, vous, de cet outil pour l'éducation peut-être des plus jeunes, etc. Vous pensez que ça peut être genre Nicolas, Anaïs, vous pensez que ça peut être... Je pense que ça peut être une très bonne chose, mais après, il faut aussi que les profs savent suivre derrière. Parce que c'est vrai que si tu passes une tablette à un gamin et que derrière le prof ne sait pas gérer correctement les tablettes, c'est sûr qu'il peut faire n'importe quoi. Alors que derrière, par exemple, ça se voit dans les tablettes, souvent dans des musées, il y a des tablettes. Les tablettes sont conditionnées pour rester sur une seule application et tu peux toucher à n'importe quel bouton, ça ne bougera pas de cette application-là, tu vois. Ça peut être une bonne solution, je pense. Après, moi, je suis vraiment de l'ancienne école, j'ai jamais eu Pronote de toute ma vie. Au CDI, il y avait des ordis de 1995, c'était affreux. Les écrans cathodiques. Le traitement de texte. Donc voilà. Comme ça. Vraiment, je peux pas du tout parler parce que, à part, j'ai eu de l'informatique en arrivant en études supérieures. Sinon, rien du tout, quoi. Pour aller un peu dans ton sens sur ce sujet, et j'ai trouvé super intéressant parce qu'on a fait quelques recherches quand même, histoire de l'agrémenter, il y a eu un article du New York Times qui est allé voir des parents de gens qui travaillent dans la Silicon Valley. Donc, oui, ok. Les gens normalement, de la les Silicon mecs Valley, qui sont les plus à la pointe en termes de technologie. Dans la technologie, les mecs travaillent dans la technologie. Que le mec pète, toute sa maison s'allume d'un coup, les volets s'ouvrent, etc. Et donc, du coup, ils ont fait des comparaisons entre ces parents-là et des parents d'autres quartiers, des parents plus pauvres, des parents plus normaux, etc. Et la conclusion, elle est unanime, paradoxalement. Les parents qui travaillent dans le secteur de la technologie dans la Silicon Valley, ils sont beaucoup plus nos technologies à la maison que la moyenne. Genre, Steve Jobs himself, en 2010, il avait déclaré, à la maison, nous limitons grandement l'utilisation des gadgets technologiques auprès de nos enfants. Et ces parents-là qui travaillent dans la tech, qui travaillent dans les ordis, qui travaillent dans les réseaux sociaux, qui travaillent dans les technologies, ils limitent beaucoup plus l'accès à ça à leurs enfants que la moyenne des parents normaux qui ne travaillent pas dedans. Mais parce qu'ils le savent. C'est pas étonnant, en fait. Genre, ils sont aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, quoi. C'est vraiment, ils savent que c'est pas forcément bénéfique, et puis forcément, je trouve ça normal, au final, tu limites un peu. Après, ça m'étonne pas trop, parce que si t'es dans un quartier un peu défavorisé, tes parents n'ont pas forcément les moyens de t'offrir une tablette. Donc le fait qu'ils l'utilisent en cours, ça peut lui apprendre à utiliser l'outil, parce qu'on va tous être dans le digital, c'est une évidence, on le sait. Donc finalement, le gamin, il va commencer à comprendre, il va pas se sentir un peu délaissé par rapport aux autres enfants. Ouais. Moi, je sais que j'avais la chance d'avoir un PC chez moi, mais que tous mes camarades n'en avaient pas, quoi. Enfin, on était à une époque où le PC, t'en as un dans la famille. La folie, ouais. Jackpot, t'as Call of Duty, alors là, t'étais le roi, quoi. Vraiment, et du coup, tous ceux qui n'avaient pas la chance d'en avoir, et j'en avais beaucoup, du coup, dans mon entourage qui n'en avaient pas,
Bah, quand t'arrivais, alors on va faire un cours d'informatique, comment on allume un ordinateur. Enfin, c'est vraiment ça, c'était à l'époque où t'as le B2I qui commençait à rentrer. Oh la dingue. Oh là là, le B2I. Ah ouais, je sais pas s'ils font ça, je sais même pas si c'est nécessaire aujourd'hui. Mais maintenant ils ont des trucs beaucoup plus, genre à 17 ans, et ils ont je sais pas combien de certifications informatiques et tout. Alors nous, on ouvrait Word, c'était incroyable quoi. Après, tu vois, le but, c'est pas forcément genre, de branler le truc et d'être là, ouais, alors les parents de la Silicon Valley, ils connaissent parfaitement. Mais non, mais c'est intéressant de voir que les créateurs ne sont pas les meilleurs consommateurs ou ceux qui vont le plus prôner leurs produits, tu vois, sur ça. Moi, j'avoue que la prise de notes, moi, j'ai fait beaucoup de prises de notes écrites au lycée, beaucoup sur l'ordi ensuite à la fac. Supérieur, ouais. Mais j'avoue que j'aime bien garder toujours une prise de notes, tu sais. Moi, je faisais mes fichiers à l'écrit parce que ça m'aidait à retenir. Ouais, moi aussi, clairement. Tu vois, mais genre, si je faisais à l'ordi, je relisais, j'étais là, ouais. Oui, non, mais alors, désolé, hein, aucun sexisme dans ma remarque. Mais les meufs avec les feuilles quadrillées, toutes les cours écrits et le stabilo. Moi, je m'en rappelle, c'était toujours des meufs avec. T'aurais eu une prise de notes à la fac cadavérique. Ah, je me rappelle, c'était toujours grave marrant. Ils avaient toujours plein de trucs. Ah ouais, moi, écrit, c'était vraiment. Je suis d'accord avec toi, ça va être tellement la mémorisation, je trouve. Donc, je sais pas trop. Je pense que ça doit jouer après. Bon. Mais c'est intéressant. Je trouve que pour le coup, ce que tu as relevé là dans le New York Times, c'est intéressant parce que voilà, ils sont les producteurs de ce genre de produits et tout. Donc, je pense qu'ils doivent bien se rendre compte que, bon. Après, je pense aussi que c'est une classe un peu plus élevée en termes de moyens financiers. Et je pense qu'ils sont un peu en mode, ok, on va limiter la techno. Tu vois, c'est vraiment l'iPad 6. Je pense que c'est directement corrélé, quoi. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, on dit le cordonnier toujours le mal chaussé, tu vois. Ouais. Il y a une tribune d'ailleurs qui a été publiée en ce sens en 2015 déjà par Le Monde. Donc c'est par un collectif de psychiatres, de psychologues, des choses comme ça, et qui avait un peu alerté le public sur les effets de l'usage précoce et abusif des tablettes, d'accord, que ce soit en classe, donc pour l'éducation, ou alors à la maison, tu vois. Et on le connaît, et je l'ai vu moi-même de mes yeux dans certains cas familiaux, sans me pencher dessus. Mais la tablette que tu donnes au chiard pour qu'il ferme sa bouche pendant 6 heures. C'est sûr quand. Regarde YouTube, après, c'est dur, tu vois, parce que limite, tu te dis, moi, j'ai été serveur dans les restos, et c'est vrai que tu vois, les gamins, les parents arrivent au resto. Bam, ils le mettent sur le téléphone et ça joue pendant toute la durée du repas, quoi, tu vois. Et je me dis, mais comment ils faisaient les parents avant? C'est pour tenir les gamins au resto. Et parce que les parents, je les comprends, tu vois, ils les ont déjà eu toute la journée, on se fait un petit plaisir. De bourre-pif et la ferme le gosse, la gueule. Super violent, mais bon, je sais pas comment ils faisaient. Mais c'est paradoxal, tu vois, parce que c'est vrai qu'avec tout ce côté aussi réseau et tout, tu vois, genre il y a... Alors ça, je vais en parler la semaine prochaine dans une autre émission, mais parce que je suis sur une lecture en ce moment sur l'attention et le vol de l'attention. J'en ai parlé sur Twitter récemment, etc. Donc là, je suis en train de lire un roman en ce sens. Et c'est vrai que, tu vois, les réseaux sociaux, les tablettes, leur surutilisation, ça dégomme tes capacités d'attention et à rester concentré sur une même chose dans la durée. C'est factuel, c'est établi, c'est scientifique, donc sur ça, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Mais paradoxalement, tu vois, moi, j'ai eu une Game Boy très tôt et j'ai pas eu le sentiment que ça m'ait dégommé mon attention. Quand j'étais jeune, j'étais très vif et j'avais pas de problème de ça. Donc, est-ce que, tu vois, jouer à des petits jeux Tetris, Pokémon, c'est la même chose que t'aller sur ta tablette et squatter Insta, Twitter et regarder des vidéos YouTube? Frère, c'est pas pareil, hein, parce que c'est tu vois où j'essaye d'en venir ou pas? Je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a certaines applications qui te créent ce truc-là. Toutes les applications à feed où tu peux passer d'une news à l'autre. C'est vrai. Enfin, je pense que, mec, s'il n'y a rien de pire pour capter ton attention, c'est très différent d'un jeu vidéo en solo qui puisait où tu es toujours obligé d'investir un peu de ton attention, de comprendre comment ça marche, etc. Alors oui, nos parents voyaient déjà ça comme le mal, mais j'avoue que ça n'a rien à voir, par exemple, je pense que c'est très différent de Twitter, Insta et tout, quoi, tu vois, qui pour le coup bouffe bien plus, je pense, d'attention par le feed et l'algo, quoi. De temps en temps, en ayant ce débat vite fait en chat, et après on avance gentiment, il y avait des mecs qui, quand moi je disais que j'allais essayer de limiter ça à mes enfants, tu vois, genre de faire en sorte qu'ils aient pas la tablette trop vite, qu'ils aient pas les réseaux... Alors les réseaux sociaux... Désolé d'être un vieux con, mais ce sera vraiment pas 8, 10, 12 ans. Mais du coup, est-ce qu'on sera pas plus chiant que nos parents? Parce que en revenant dans le truc du New York Times, mais total, nous qui sommes de la génération... Ah si hein. La génération Z, quoi. La génération Z, quoi. On est les mecs de l'internet, quoi. Et je pense qu'on sera tous un peu plus au fait du côté relou de la chose et que peut-être on sera un peu plus... Après, on n'est pas... Enfin, moi, personnellement, je suis pas parent, mais du coup, c'est en mode, j'aurai ça, je ferai ça, et le jour arrivé, je serai en mode, je suis fatigué, je te laisse sur la tablette, tu vois. C'est vrai. Mais je pense que je sais beaucoup plus que mes parents ce que c'est que être sur internet, ce que ça amène, quoi, tu vois. Mais tu vois, genre moi c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui disait un truc, c'est le côté isolé, tu vois. Il disait ton gosse après derrière il est isolé, il va à l'école, il sait pas de quoi ça parle, ses potes ils sont tous là et lui il y est pas, donc c'est difficile de lui refuser.
C'est vrai que ça reste. Surtout que maintenant, c'est à dur, l'école, quoi. je crois qu'ils font pas mal de travaux de groupe où ils s'envoient les trucs par mail, etc. Les profs doivent envoyer les devoirs par mail aussi. Donc, ils sont obligés d'être connectés à un moment donné. Genre, moi, j'ai des collègues qui sont parents et ils me disent ils ont déjà un smartphone. Ils arrivent dans la cuisine pour manger, mais ils sont en train de faire leurs devoirs sur leur smartphone, en train de parler avec les groupes pour faire le machin. Enfin, ils se décollent plus parce que même l'école est rentrée dedans. Ah oui, ouais. Ok, je vois. Et du coup, tu rentres dans une bonne sphère, en fait. L'enfer. Quelqu'un m'a demandé le nom du livre. C'est un livre anglophone. Il n'a pas été traduit en français. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Il s'appelle Stolen Focus. Why You Can't Pay Attention. Ok. Oh yeah. Donc, Stolen Focus. Hein, le nom est fort. Donc, Ouais, c'est fort. Mais il y a un truc aussi intéressant, c'est le changement de la nature de notre activité aussi sur Internet. Tu vois, quand on était jeune, quand on allait sur Internet, on avait une autre identité. On était quelqu'un d'autre, entre guillemets. Tu contactais pas les mêmes personnes. Alors qu'aujourd'hui, quand tu es sur Internet, c'est juste le prolongement de ta vie avec tes mêmes collègues, etc. Donc ça a le côté très cool parce que tu continues à parler à tes potes. Ça a aussi le côté un peu insidieux parce que du coup, si le harcèlement peut se prolonger aussi à l'école. Alors que nous, quand moi j'allais sur Internet, tu vois, et c'était déjà un peu la fin parce qu'il commençait à y avoir Skyblog et tout, mais je parlais avec des gens qui n'étaient pas à l'école avec moi. Tu vois, je parlais avec des mecs avec qui je jouais. Avec les bons vieux forums. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Clairement. Quelqu'un le disait, j'ai eu mon Donc, tel c'est vers 16 ans, intéressant. Facebook pareil, du coup j'étais vachement pas dans tous les délires, on me repoussait entre guillemets, tu vois. Donc, Ah ouais. petit témoignage direct d'un truc qu'on vient de parler, donc c'est vrai que c'est toujours compliqué, on n'a pas spécialement de solution miracle, c'est pas dans Loop qu'on va résoudre ce problème. Mais c'est intéressant d'en discuter, quoi. Mais en discuter, c'est un petit peu intéressant. Un autre point qui est archi intéressant et dont je voulais qu'on parle, c'est donc que ce soit toi avec tes live histoires ou alors Charlie malheureusement n'a pas pu être là, elle devait mais c'est pas grave, elle reviendra une autre fois. Sur sa chaîne YouTube, il y a du coup de plus en plus de créateurs qui essayent pour le divertissement, pour apprendre des choses, de parler un petit peu d'histoire, de choses. Toi, notamment, tu le fais, tu le dis, tu as fait plein de lives avec des historiens, tu as tenté plein de choses et c'est très très cool. Est-ce qu'à des moments, quand tu étais en live, tu as dû ressentir à des moments le besoin d'un peu vulgariser l'histoire pour pas trop perdre l'attention du viewer ou pour aborder certains points que tu trouvais peut-être toi intéressants, mais tu te dis, là en live, c'est peut-être pas ouf? En vrai, je fais pas de concession en live sur les connaissances qu'on va aborder. Je reprécise des choses ou je demande de repréciser certaines choses. Mais en fait, comme on a du temps, tu vois, Twitch c'est différent de YouTube dans le sens où YouTube, c'est 15 minutes ta vidéo, faut que tu ailles vite, tu vois, faut que ce soit efficace. Donc là, je pense que tu as besoin de vulgariser et de simplifier des trucs. Je pense que sur Twitch, comme l'émission va durer quoi qu'il arrive 2 heures, moi j'ai dit aux historiens, c'est allez-y à fond, quoi, tu vois. Donc faites en gros, faites votre truc. Moi, s'il y a besoin de repréciser certaines choses, je le ferai. Et en gros, moi j'avoue que pas tellement de vulgariser, en tout cas peut-être plus de réexpliquer. Ce que je vulgarise plus, ça va être des clichés. Ce que je prends le temps de réexpliquer souvent sur ma chaîne, c'est quand des gens débarquent sur mon live, ils sont en mode de toute façon, l'histoire elle est écrite par les vainqueurs. Bon. Attends, t'en as des mecs comme ça. Mais j'en ai, mais tous les mecs qui débarquent pelletés. Et ça me prend 2 heures d'expliquer plein de trucs à chaque fois, quoi, tu vois. Les débiles. Mais t'es obligé de le redire à chaque fois, tu vois. Et t'as plein de clichés comme ça qu'il faut venir battre en brèche, tu vois, pour réexpliquer. Donc c'est plus ça que je revulgarise. Aussi, quand quelqu'un arrive avec clairement des idées complotistes ou quoi, je suis obligé de réexpliquer non. Enfin, si je connais le sujet, après, je connais pas tout non plus, mais quand je connais le sujet, on essaie de réexpliquer tout ça. Là, c'était avec Nicolas Patin, justement. On était en dernier live sur Kruger. Un bon club maté, là, comme ça. Ouais, le club maté. On s'était bien régalé. Je revenais de Berlin, donc j'en avais. Et donc, on avait. Et c'est ça aussi, souvent, le truc que tu dois. Avec lequel tu dois dealer un petit peu. Donc, c'est plus avec ça, plus que les connaissances historiques que vont délivrer les historiens. D'accord. Parce que je suis en mode à 2 heures, allez-y à fond, et les gens prendront ce qu'ils ont à prendre, et puis voilà, quoi. Et t'as eu une stratégie au début pour attirer un peu le viewer lambda sur des sujets qui des fois peuvent paraître un petit peu relous, ou alors intello ou élitiste? Ça va être la manière d'aborder le sujet, l'angle qui est choisi, tu vois, sur le sujet de manière générale, quoi. Donc ça va être la thématique choisie. On avait fait des trucs sur les BD, sur les comics. Souvent, quand tu fais un sujet sur la Seconde Guerre mondiale, les gens, enfin, ça marche tout le temps, quoi. Tu vois, pour le coup, c'est vraiment le truc qui fonctionne un peu tout le temps. C'est plus la manière de l'aborder, on recontextualise, mais après, l'historien, leur travail, c'est de parler au public, en fait, aux historiens, en général. La plupart d'entre eux sont professeurs à la fac et ont été pour la plupart professeurs dans le secondaire. Donc ils savent s'exprimer à un public. Ils savent s'exprimer à un public. Quand je leur dis on va parler à un public qui en général je leur dis est fin collège, lycée en termes de connaissances sur certains sujets et parfois un peu plus loin, ils font en fait. Ok, il n'y a pas de souci. Et après ils voient les questions que je leur pose et ils s'adaptent à la question que je leur ai posée. Et ils savent où ils mettent les pieds. Ouais. Et souvent on utilise les questions du chat aussi. Et en fait, quand tu as le chat, du coup, ils savent, ok, donc lui, il a posé une de ces questions, c'est de ce niveau-là, donc je vais pouvoir répondre de cette manière-là, tu vois. Ouais, ils sont déjà formatés, ils savent déjà faire, ils sont là clairement, ouais. Et souvent, j'ai eu une fois un historien, qui est un historien qui était hyper reconnu par tous ses pairs. C'est-à-dire que quand je dis à ces historiens que j'ai eu lui, ils sont en mode, mec, mais t'as eu ce gars-là, mais c'est genre dingue, c'est ouf. Mais en fait, le gars
était un grand historien, mais qui a jamais été face à des élèves, tu vois. Ouf. Et ça se voyait. Et là, c'est dur, Et du coup, il avait des idées. Et mec, ce qu'il disait, c'était hyper compliqué. Et même moi, j'essayais de lui sortir des. En mode, vous avez pas un exemple concret et tout. Et le mec décrochait pas un truc. concret. T'étais en live, bah non. Et même moi qui avais lu ce c'était- qu'il faisait, même moi, j'étais en mode, ouais, mec, c'est dur, tu vois. Donc, ouais, c'est arrivé une fois, mais sinon, en général, ils arrivent à se mettre au niveau, quoi. Putain, ça fait super plaisir parce que j'ai l'impression qu'entre ça, entre Étoile qui va au musée, les nuits de la Ouais. culture, des trucs comme ça, j'ai l'impression que c'est cool, tu vois. Genre, ça a rendu ces sujets, genre, de plus en plus cool aux yeux du grand public, Et tu vois. puis Genre, c'est pas, tu sais, ce de truc de la honte de quand t'étais enfant, tu Et vois. puis surtout que t'as des travails. En fait, les historiens, c'est trop intéressant parce que du coup, tu comprends ce que c'est leur travail, tu vois. Par exemple, Nicolas Patin, un très bon exemple qui était juste au dernier Live Histoire qu'on a fait sur Kruger, dignitaire nazi, qui est responsable de 2 millions de morts en Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok. Et en fait, Kruger, il a écrit sur toute sa vie des journaux intimes. Et en fait, Nicolas Patin, il est spécialisé dans les écrits de guerre et sur l'imaginaire des anciens combattants qu'était Kruger parce qu'il a fait 14-18 avant de devenir un membre de la SS. Et en fait, ces écrits, comme beaucoup, ils ont été dispersés partout en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y en a qui sont en URSS, certains qui sont en Allemagne, certains qui sont aux États-Unis. Et en fait, son travail à lui, ça a été de partir dans les 4 coins du monde pour retrouver tous les journaux année après année et pour pouvoir retracer le travail de Kruger. Et c'est un boulot qui est pas simple à faire parce qu'il faut de l'argent pour voyager. Donc lui, il a eu une bourse justement qui a été pour qu'il puisse faire ce travail-là. Mais voilà, c'est un travail où quand tu es historien et que tu tombes devant les écrits d'un gars que tu cherches depuis des mois et t'es en mode putain, je l'ai retrouvé, t'es en mode ça y est quoi. Et après, c'est à toi de le déchiffrer, d'être le premier à déchiffrer, à revenir sur les écrits et être en mode ok, donc là, il fait référence à ça. Donc du coup, tu dois retourner à la ville, retrouver le document. Enfin, c'est des chasseurs de trésors, hein, des fois. Je vais poser la question la plus bête du monde et je vais m'excuser pour ça. Les historiens comme ça, ils gagnent leur vie comment concrètement? Qui paye ce gars, parce qu'il faut bien qu'il vive, au moment où il fait le tour d'Europe pour aller chercher des écrits de Kruger? Genre, c'est qui va financer ça, qui va se dire tiens, lui, je le paye? Et comment il gagne sa vie concrètement? Il est employé peut-être à un institut? Ouais, c'est ça. Tu peux avoir soit des labos, par exemple le CNRS, qui peut les payer s'ils sont chercheurs au CNRS. C'est le travail, justement, c'est leur travail. Donc, ça peut être aussi le mémorial de la Shoah, par exemple. Donc, ça peut être des organismes bien précis qui peuvent te donner une bourse sur une certaine période. Donc, en vrai, les chercheurs, ils sont payés pas aussi par les étudiants, parce que souvent, ces chercheurs sont aussi professeurs le reste de l'année. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent les payer, quoi, tu vois. Et ils viennent, ils ont leur sujet, ils sont en mode, je fais cette recherche, est-ce que vous me financez? Oui, non. Et en fait, les chercheurs sont pas payés par l'État. Ils proposent une recherche et ils sont aidés ensuite, mais après ils sont professeurs, ils font leurs heures comme tout le monde, quoi. D'accord. Donc voilà. Ah, je trouve ça super intéressant parce que je me disais, tu vois, genre en soi, qui a l'intérêt derrière de faire ça, tu vois. Moi, ça m'a rappelé un truc vis-à-vis de ça, et notamment, c'est bien que de temps en temps, il y ait ce genre d'initiative et que ce soit financé à des moments, du coup, que ce soit par l'État ou par des organismes ou des trucs comme ça. Quand j'étais plus jeune, tu vois, pareil, et que j'avais une mentalité qui était un petit peu différente, je me disais, mais l'État, à des moments, ils font des trucs, mais c'est pas rentable du tout, c'est de la merde, tu vois. Mentalité. Mais bon, on évolue. Et un jour, je lis quelqu'un qui dit, mais l'État, dans ses agents, dans ce qu'il fait de temps en temps, il n'a pas vocation du tout à être rentable. C'est justement pour pouvoir couvrir certains champs. Et c'est par exemple pourquoi France Télévisions, qui est le truc un petit peu de l'État, se permet à des moments de prendre des programmes qui sont pas du tout rentables, qui vont être niches, qui vont pas du tout parler à tout le monde, mais ça permet de donner écho à ces choses-là, d'apporter de l'intérêt et de les couvrir. Parce que s'ils avaient aussi cette politique monétaire à la recherche de l'audience ou à la recherche de tout rentable, ils feraient rien. Et voilà. C'est ça. Là, du coup, là, tu tombes dans un truc où là, les chercheurs seraient en mode ah là là. Alors que tu vois, par exemple, les chercheurs en médecine, en mathématiques ou quoi, en chimie, pour eux, c'est plus facile de trouver du boulot parce que tu as des grands enjeux aujourd'hui dans ces domaines-là qui permettent même à des étudiants de petites universités de partir aux États-Unis pour travailler, quoi, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, en histoire, c'est pas facile, tu vois, de trouver. Alors, si, il y a la Seconde Guerre mondiale, ça, tu peux trouver des financements, tu peux réussir. Voilà. Mais après, on est en France, et en France, c'est pas tout le temps le cas. Souvent, nous, en France, on a 2-3 historiens très calés sur le sujet, qui sont reconnus à l'international. Sinon, c'est beaucoup de chercheurs allemands et beaucoup de chercheurs américains aussi. Donc, oui, trouver des financements, tu peux avoir des bourses de recherche auprès de fac, auprès d'organismes parfois privés. Et en fait, ils doivent prouver leur intérêt et l'impact que ça va avoir pour pouvoir être financés. Ouais, et quel intérêt ça peut avoir pour un mémorial comme celui de la Shoah, tu vois, par exemple. Il y en a d'autres sur d'autres périodes, j'imagine aussi, tu vois. Mais pour le coup, je les ai pas en tête. Mais oui, il faut montrer que ça va avancer, qu'on est sur une recherche importante, intéressante,
et que du coup on va faire avancer l'histoire, quoi. C'est pour ça que j'espère qu'entre des créateurs sur internet, des mecs comme toi, des mecs comme Étoile, des mecs comme les youtubeurs, on a une petite liste d'ailleurs, je crois qu'on a un petit asset avec plein de youtubeurs, avec que des mecs que je kiffe dedans, franchement pour la plupart, que ce soit Charlie, que ce soit Télécrayon qui parle de géographie. Télécrayon, il est incroyable. Je kiffe Télécrayon, c'est mon gars du moment. Nota Bene ou plein d'autres, franchement c'est grave cool. Ça régale, hein, n'hésitez pas, voilà, on est en live, ça vous fait... Sur le champ aussi c'est bien, c'est un peu pointu mais c'est de l'histoire militaire. Et trop cool. C'est pas mal, ouais. Mais c'est bien pointu par contre, hein. Mais c'est vraiment bien. En tout cas voilà, on vous donne quelques noms les gars si ça vous va. Moi vraiment ma référence au-delà aussi de ces chaînes, pardon, c'est vraiment là que je kiffe, c'est Arte mon pote. Arte mec c'est exceptionnel. Arte leur chaîne YouTube. Côté de fou Arte, ouais. Mec c'est une chaîne exceptionnelle. Là ils sont sortis ils ont un documentaire de 6 heures, de 6 épisodes donc en tout sur la guerre d'Algérie. Mec c'est tout le monde doit regarder ça. Tout le monde doit regarder pour comprendre ce que c'est que la guerre d'Algérie, quoi, tu vois. Et c'est tellement bien fait. Et je pense pas qu'ils soient rentables non plus, mais les champs qu'ils arrivent à balayer là-dessus avec leur chaîne, c'est vraiment un truc de fou. Arte, c'est ouf. Qui est né d'un partenariat entre l'Allemagne et la France, Arte, du coup. Oui. Justement, au moment de la réconciliation. Ouais. Il y a Frédéric B qui avait fait une vidéo sur Arte justement pour parler un petit peu de l'histoire de la chaîne Arte. Et c'est vraiment archi intéressant. T'as vu, ce côté très franco-allemand et tout, avec l'époque les satellites et tout. Et du coup, il y a des sujets que nous qui sont moins importants pour nous, mais qui pour les Allemands sont importants et que les Allemands voient, alors que pour eux ça l'est moins, quoi, tu vois. Donc non, c'est clair. Trop lourd. Franchement, Arte, incroyable. Et surtout l'émission Carambolage sur Arte qui se passe après le repas. Je dis ça après le repas, mais c'est vers 20h. C'est une histoire qui. C'est une émission genre qui dure 10 minutes à tout casser, qui parle genre de l'Allemagne ou de la France, mais plus de l'aspect de la vie de tous les jours. Genre, par exemple, des expressions allemandes qui peuvent pas forcément se traduire en français. Et ouais, des expressions de fou, tout ça. Et même, pour ceux qui aiment beaucoup les petits contenus, il y a David Castello-Lopez, que vous connaissez, qui est un journaliste qui est un peu à la mode en ce moment, enfin dans les trending, qui fait une émission qui s'appelle Intéressant. Ouais. Pareil, qui dure 2 minutes. En fait, c'est que des questions connes du style pourquoi les girafes, comment les girafes font pour arriver à manger avec leur grand cou, par exemple quand elles baissent leur tête. C'est 2 minutes culture G, let's 2 go, minutes culture G, et c'est ça passe tous les dimanches par contre. Ouais, et puis tu prends ton anecdote, tu la racontes dans un date, tu parais pour. Exactement. J'aurais dit un repas plutôt. Mais carambolage est intéressant, vraiment. Mais tu vois, c'est vraiment Internet, ça a sauvé Arte, tu vois. Parce que en vrai, Arte, quand t'allumais ça quand t'étais gamin, oui, il y avait un mec qui dansait nu sur une scène avec une tête de cheval, t'étais en mode. Non, t'as raison, parce que c'est vrai qu'en vieillissant, c'est de plus en plus intéressant et Internet leur a donné un second souffle absolument considérable. Ils ont fait un gros travail dessus parce que je vais pas faire le hipster. C'est vrai que quand on était gamin, quand on était plus jeune, Arte c'était la chaîne la plus barbante du monde. Parce que des fois tu tombais sur un docu, tu étais en mode stylé, mais quand même souvent tu tombais sur un truc très chéper et t'es en mode je vais retourner sur vas-y la trilogie du samedi, ça va être insane. Tu sais de temps en temps tu changeais et c'était un concert de house aux percussions africaines d'Angola avec des masques. Tu avais un commentateur, c'est ce qu'on est en train de regarder simplement. Alors ce petit concert de musique russe du Tatarstan, vraiment. Et là ils ont chanté une chaîne YouTube et tout le monde est en mode non mais attends, mais c'est insane. Sauf que comme tu peux choisir maintenant ce que tu regardes sur Arte, là tu dis oui, c'est incroyable. Moi mon daron quand il était plus jeune il regardait souvent la chaîne Planète. Je sais pas si vous en rappelez. Ah ouais, c'était full documentaire Planète et tout. Et de temps en temps, je me posais avec lui, tu vois, quand j'étais plus jeune, et je regardais un petit peu, et je trouvais ça cool, tu vois, mais pas folichon. Je me disais, mais qu'est-ce que mon daron il trouve dedans Maintenant, je comprends. Ah, tu sais, mec. Juste, tu sais, quand t'es un adulte, que t'as des problématiques d'adulte, la tête pleine et les poches vides, tu sais, le mec non, je fais un peu le dramaturge, je rigole. Juste à des moments, poser le Vaussaire devant un petit reportage. Et même si mon daron, je suis sûr que je lui pose une question, il a rien retenu, mais juste être diverti comme ça aussi, c'est vrai que c'est mec, c'est tellement satisfaisant, quoi, tu vois, parce que moi, je te dis, quand je regarde des fois les télé-réalités, mec, je te dis, ça m'angoisse. Mais réellement, je suis angoissé. Ah oui. Genre, ça me met mal. On est d'accord. Physiologiquement, tu vois. Alors, quand je regarde un truc. Mais vraiment, je veux pas faire le mec du tout en mode, franchement, quand je regarde un truc. Mais vraiment, je me sens plus heureux dans ma vie quand je regarde un docu que quand je regarde la télé-réalité parce que ça me rend triste, en fait. Vraiment. Grave cool. Ah, j'aime bien ces discussions, j'aime bien cette émission, franchement. C'est la 19e de Loop, mais je prends toujours un plaisir à des moments de prendre des sujets comme ça. Tu discutes et ça dérive, quoi. Ouais, c'est ça, j'aime trop. Et les gens dans le chat, j'ai l'impression que vous aimez bien aussi, ça me fait super plaisir. C'est trop cool, c'est comme ça que j'imaginais l'émission, c'est lourd. Moi, c'était Discovery, je kiffais. Discovery, c'était insane, ouais. Discovery, ça gérait. Vraiment, Planète, Discovery, il y avait une autre chaîne aussi comme ça, un peu. RMC Découverte, ça c'est insane. RMC Découverte. Quand ils font les meilleurs forgerons, tout ça. Sauf quand ils font les docus. Alors,
est-ce que ce ne serait pas les aliens qui auraient en réalité fait les pyramides? Je suis en mode. Les théories d'ailleurs. Mais tu sais que ça, c'est ouf parce que à cause de la RMC Découverte, je me suis déjà retrouvé avec des anciens à devoir leur expliquer pourquoi est-ce que non, les pyramides, c'est pas les aliens. Et je te jure que les gens, la même personne revenait me voir à chaque fois qui était un peu bourré, me disait les aliens, en vrai. Toi qui fais des études d'histoire, comment? En vrai, les petits bonhommes verts. Entre nous. Vraiment, je te jure, mais sinon, oui, c'est intéressant, ouais, clairement. Grave le feu. Gentiment, de toute manière, il y a quelques petits chiffres un peu pour clore ça au niveau de la transmission de la culture. Ouais. Tu avais un site qui s'appelait l'histoire.fr qui avait quelques statistiques au niveau de la transmission au niveau des profs d'histoire géo. Donc ils ont fait une étude par les profs d'histoire géo. Il y en a 84% qui sont globalement satisfaits de la place de la matière dans les cursus scolaires. Donc 84% qui disent ouais, bon, ça va, ça souvent c'est des râleurs les profs d'histoire, donc c'est quand même une belle stat pour le coup. C'est plutôt prof, tu vois, il y en a 2/3 qui s'estiment assez libres pour mener le programme un peu à leur guise. C'est cool ça. T'as 43% des élèves qui sont intéressés par la matière, donc un élève sur 2. Bon, ça grimpe avec le temps, comme on l'a vu de toute façon. Et t'as 57% des profs d'histoire géo qui s'estiment être les mieux placés pour enseigner la citoyenneté. L'éducation civique, mon pote, tu t'en rappelles de cette je pense que la moitié qui sont en mode non, ils sont pas bien placés, c'est en mode on a autre chose à foutre, ok? On est fatigué, on n'en peut plus déjà. Non, je pense que c'est pour ça qu'ils disent ça, mais ah ouais, c'est marrant ça. Mais 43%, un élève sur 2, c'est déjà, enfin ça me semble, pas mal. Ça me semble beaucoup, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup. Ça me semble pas mal. En tout cas, c'est propre. C'est un beau chiffre. Et ils utilisent, pour 85%, ils utilisent un peu les ressources en ligne qu'on leur donne pour leurs cours, etc. Machin, donc ils font les recherches, machin, tout ça. Et là, le plus intéressant, c'est que, et parce que c'est vrai que c'est souvent des trucs qui reviennent dans des débats plus politiques, il y en a 90% qui n'ont eu aucun problème et qui n'ont jamais renoncé à enseigner des sujets à des moments sensibles, qui considèrent en tout cas comme tel. Ouais, ça m'étonne pas. En vrai, ils sont engagés. Enfin, s'ils sont en mode... Pour eux, je pense que ce serait reculer sur certains sujets, ils seraient en mode c'est dommage quoi, parce que c'est notre travail, l'école républicaine, tout ça, de parler de tous les sujets, de transmettre. Ouais, en gros, ce qui ressort un petit peu de cette étude dans le fond, et en ayant parlé à pas mal de mecs d'histoire géo, de profs d'histoire géo, ce qu'ils disent, c'est que sur les sujets sensibles, certains considèrent que en gros, l'idée de thème à éviter dans des classes, c'est plus du mythe pour un peu de l'instrumentalisation politique que de la réalité. Mais il y en a qui nient pas quand même quelques difficultés, que sur certains sujets, il peut y avoir des débats peut-être un peu plus tendus, quelques réactions, clair, hein. Mais que c'est pas non plus la foire d'empoigne. C'est sûr que quand tu arrives dans certains quartiers, quand tu parles de la guerre d'Algérie, c'est sûr qu'il va falloir réussir à expliquer que t'as certains qui sont descendants justement clairement, soit de Harki, soit de combattants du FLN, tu vois, donc Front Libération Nationale. Donc il faut réussir à... Quand t'es prof, je pense pas que tu veux éviter le sujet, mais c'est sûr que tu vas réfléchir à comment est-ce que tu l'abordes, comment l'amener correctement auprès d'une classe qui est chargée émotionnellement sur le sujet. Parce que dans la classe, tu vas avoir un descendant d'Harki, un descendant aussi de volontaires français qui allait se battre là-bas et qui a peut-être torturé aussi, etc. Et aussi du côté FLN qui a torturé. Donc t'es en mode, il va falloir que j'arrive à articuler mon argumentaire pour ne blesser personne, mais en même temps dire la réalité de ce qui s'est passé aussi là-bas. Quoi, pas non plus à travestir pour faire plaisir. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut dire, il y a eu des horreurs de chaque côté, il y en a qui, comment ça s'est passé. Il y a eu des duels fratricides entre Algériens, il y a eu les Français aussi ont fait des choses horribles, il y a les Français aussi d'Algérie se sont rebellés contre l'État français. Enfin, tu vois, il faut réussir à expliquer tout ça. Et moi, j'ai un pote d'histoire géo actuellement qui est au collège et qui va faire qui va mettre un texte de Médine, par exemple. Utiliser un texte de Médine pour leur parler de la guerre d'Algérie et pour introduire le sujet, tu vois. Très intéressant. Et leur expliquer comment est-ce qu'il parle du sujet, comment est-ce qu'il en revient, parce qu'il a un couplet sur les horreurs faites par les Français et un couplet fait sur l'horreur qui a été sur aussi les exactions qui ont été faites également par le FLN, quoi, tu vois. Et donc il va revenir là-dessus, décrypter qu'est-ce que les élèves en comprennent et tout. Il m'a dit c'est la première fois que je teste, on verra comme il est jeune prof. Bon, donc, on espère que ça se passe correctement. C'est cool. Ça nous permet de conclure un petit peu le sujet. On a parlé d'histoire, de culture. Quelle passion la culture, ça me fait plaisir. Mais en tout cas, je crois que pour sa toute première sur l'émission, il y a Nicolas qui a préparé une petite slide. Il est vrai. Avec un petit truc très cool. Monsieur, qu'est-ce que tu nous as préparé dans les fourneaux aujourd'hui ? Vous allez le voir, c'est vraiment en rapport avec toi, Rivenzi, l'histoire, ta passion de transmettre l'histoire aux gens. Super, la slide qui spoil totalement le sujet. C'est très grave, je comptais l'introduire. Voilà, donc j'allais dire que est-ce que vous savez aussi, mis à part Rivenzi, s'il y a des gens, quel type de gens sont passionnés par transmettre des choses? Ce sont tout à fait les profs. Voilà, les profs, les enseignants. Et avant de commencer, j'aimerais un petit débat. Est-ce que vous avez des profs qui vous ont marqué en bien, mais vraiment de fou, si vous avez des noms et pourquoi? En fait. Moi, il y a le prof d'histoire tout à l'heure dont j'ai parlé là qui m'a vraiment marqué. Vraiment, si je dois parler d'un prof qui a marqué toute ma scolarité, c'est lui. Et un autre, c'est mon prof de philo parce qu'il était claqué au sol.
Ah oui, moi aussi, mon prof de philo était claqué au sol. Moi, pareil, mon prof d'histoire, dans le secondaire, mon prof d'histoire de 6e, et à la fac, j'avais un excellent prof de Révolution française qui était le grand spécialiste en Europe de la pêche de la truite sous l'Ancien Régime. Ouais, mais qui était très bon pour nous parler de la Révolution, mais qui avait écrit des bouquins référents sur la pêche de la truite en France et en Europe sous l'Ancien Régime. C'est incroyable. Et toi, Anaïs, du coup, celui que j'ai parlé tout à l'heure, et je viens de me souvenir de son nom, c'était Monsieur Blondelet, qui nous avait fait donc le RP de la Révolution française. Monsieur Blondelet, du coup, s'il nous regarde, on l'embrasse. Du coup, Monsieur Blondelet. Merci à lui. Pour ma part, c'est mon prof de maths quand j'étais en terminale, Monsieur Jacques. Donc voilà, prof de maths au lycée Marie-Révier à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche, dans le sud de l'Ardèche. Voilà, pareil que Monsieur Blondelet, s'il nous regarde, je l'embrasse très fort. Monsieur Blondelet, bien sûr. Donc, pour commencer, nous allons tout droit. C'est pas le bon. J'arrive pas à appuyer sur le. Super. T'inquiète. Nous allons tout droit dans la ville de Thiers. Je connais. Dans le Puy-de-Dôme, au collège Audembron, si je le prononce bien. Rencontrer William Brou. William Brou, c'est lui. À votre avis, il est prof de quoi dans ce collège? Tu vas me dire histoire géo, je vais te rentrer dedans. Au hasard. D'histoire géographie. Et je vais vous répondre qu'il est prof d'histoire géographie. Et je m'interpose. C'est bon, il arrive. Je m'interpose. Ok. Alors voilà, Monsieur Brou, il est prof d'histoire géographie et puis il a une petite particularité, c'est qu'il enseigne la Première Guerre mondiale avec le jeu Battlefield 1. Donc vous allez me dire. J'adore cette tenue. Oh, attends la petite tenue là, monsieur. C'est sa photo de profil Twitter. Donc voilà, il enseigne la Première Guerre mondiale à ses élèves. Via BF1. Au collège, via BF1, tout à fait. Très bon jeu d'ailleurs, au passage, je tiens à le dire. Très bon jeu, tout à fait. Donc il faut savoir que Monsieur Brou, voilà, à la base, c'est un gamer. Il a beaucoup joué à des grands jeux de MMORPG, de Meuporg, comme disent les jeunes. Le geekous. Voilà, durant son adolescence, il a beaucoup joué à World of Warcraft. Wow. Et il s'est dit, voilà, vu qu'il a failli rater son bac à cause de ça, il s'est dit, petite revanche sur la vie, je vais utiliser les jeux vidéo dans mes cours. C'est intéressant. Après, Donc là, il explique à ses élèves qu'à partir de l'expérience que propose Battlefield 1, les élèves devront écrire une lettre du combattant. Donc là, vous allez me dire, Nico, qu'est-ce que tu nous racontes? Battlefield, c'est Peggy 18, et puis les élèves, là, ils ont pas trop l'air d'avoir 18 ans, en fait. Et c'est tout à fait normal, sauf que Monsieur Brou, il fait que montrer à la classe les images. Ils sont pas du tout acteurs d'un meurtre. D'accord. C'est lui qui joue pour eux. Voilà, et il leur montre. En fait, il fait un stream. Il a trouvé le meilleur spot. En fait, il live. Voilà, en fait, tout à fait, il live. Et puis, c'est un peu comme si les élèves, ils étaient en train de regarder un film. Donc voilà, ils provoquent pas directement la mort. Et puis, c'est aussi approuvé par l'inspection académique de faire ça parce qu'il a fallu demander avant. Ah oui. Parce qu'on peut faire un énorme BR en fait. Vous pouvez m'acheter une PlayStation? C'est ça, exactement. Je pense qu'il ramène la sienne. Je pense pas qu'il achète la PlayStation. On n'a pas les moyens. Pas les moyens. Donc voilà, là on peut le voir du coup jouer devant ses élèves à Battlefield. Il faut savoir que Monsieur Brou, il en est pas du tout à son coup d'essai. Il a notamment utilisé Assassin's Creed Origins dans ses cours, Kaiser 3 aussi. Ok. Il a utilisé un jeu que je connais pas du tout, Tropico 6, pour parler de la guerre froide. C'est ça. Donc à chaque fois en fait il a poussé le concept sur plein d'autres jeux pour plein d'autres sujets. Exactement. C'est génial, à peu près t'as les gamins qui vont jouer chez eux et tout. Ouais, tout à fait. Et puis, Tropico, je crois que c'est un jeu de geekos en plus. Alors, en gros, Tropico, c'est un jeu de gestion où en fait tu joues un dictateur caribéen un peu cubain, tu vois, dans l'idée. Et donc oui, du coup, t'es pris entre les Américains, entre les Soviétiques, et du coup, toi, tu dois réussir à faire prospérer ton île malgré le fait que tu sois un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. Voilà, donc pour faire apprendre du coup la guerre froide à ses élèves, et il dit même dans une interview de Combini qu'il aimerait utiliser Street Fighter 2, pareil, pour parler de la guerre froide. Parce que voilà, Street Fighter 2, c'est. Mais écoutez-moi, mais c'est vraiment très intéressant parce que Street Fighter 2, c'est un jeu japonais qui a été conçu pour le marché américain après la guerre froide, justement. Donc ça véhicule des idées un petit peu anti-communistes, voire carrément. Ah oui, il utilise l'histoire de la création du jeu pour transmettre. Non, mais en fait, ton gars là, concrètement, il va être payé à jouer en fait. Faut qu'il se reconvertisse streamer. Je peux pas faut qu'il aille dans une école de gaming. Faut lui dire, on connaît une très bonne plateforme. Voilà, je peux pas forcément dire, mais voilà, c'est un Gico, c'est pareil, s'il est dans le chat, il peut se manifester, on l'embrasse sinon. Mais voilà, donc je pense qu'il y a vraiment matière à faire avec l'apprentissage par les jeux vidéo. Et puis ça se voit parce que les élèves, ils sont vachement plus attentifs
que si c'était des dizaines de lignes d'exposés devant les cours. Et puis voilà, ils sont aussi super contents d'avoir un prof qui sont à peu près dans le même délire qu'eux. Par contre, voilà, Monsieur Brou, il dit, voilà, même si je peux paraître cool en surface, j'hésite pas à les terminer si jamais ils ont des mauvaises notes, hein, vraiment. Ok, d'accord. Faut pas déconner. Donc voilà, si vous êtes convaincu par la méthode d'enseignement de Monsieur Brou, il a une petite chaîne YouTube. Histoire en jeu. Oh, voilà, en fait, il apprend Attends, l'histoire je vais regarder. avec les jeux vidéo, donc c'est vraiment hyper intéressant. Putain, énervé, mais attends, mais c'est archi intéressant. Oui, non, mais vraiment énervé. J'ai cru que t'allais dire si vous êtes intéressé, allez vous installer à Thiers, j'allais dire les pauvres gens. Non, Ah oui, là, ça- le Puy de Dôme, ok. on est sympa avec le Puy de Dôme, mais faut pas déconner non plus, quoi. C'est. Il voulait juste être youtubeur en fait. Gros, c'est ce que je t'ai dit, il va être payé à jouer le frérot. Il a une chaîne Twitch aussi là, apparemment. Je vois un lien Apparemment, il a une chaîne Twitch. Après, Oh. je me suis pas plus penché dessus, mais voilà, déjà ses vidéos sont déjà super intéressantes. On va voir qu'il est en live, je vais être abonné. Mais il y a pas mal de profs qui font ça. Je sais que typiquement Nicolas Patin que vous aviez vu sur la vidéo précédente, lui aussi fait ça dans ses amphithéâtres à la fac. Et en gros, il joue, il prend un spécialiste parce qu'en gros à la fac t'as plein de spécialistes de plein de périodes. Et en gros, je sais qu'il avait fait Assassin's Creed Origins par exemple. Et pareil, il avait pris son collègue spécialiste d'histoire d'Égypte ancienne et il était venu. Et c'est marrant parce qu'il dit souvent les profs veulent pas venir, ils sont pas chauds. Mais en fait, dès qu'ils voient un truc qui parle de leur période, ils sont en mode non mais attends, c'est fou et tout. Et genre le mec s'arrêtait sur des trucs apparemment complètement. Oh, attends, mais ce cartouche là, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'il y a Ramsès II juste à côté d'Horus alors que ça n'a pas de rapport direct. Et du coup, le mec voit des détails que genre toi tu On verrais n'aurait pas, jamais même si vu. t'es un peu intéressé et tout. C'est des trucs vraiment hyper pointus quoi. Mais donc voilà, Monsieur Brou, William de son prénom, petite chaîne YouTube. Dédicace à Monsieur Brou, je vous ai mis sa chaîne dans le Dédicace chat. à lui, Brou le si vous êtes au collège Odembron de Thiers, passez-lui le bonjour de ma part. Frère. Sinon, pour la deuxième histoire, on part directement de l'autre côté de l'Atlantique, directement aux États-Unis. Les States, monsieur. Voilà, Atlanta. J'attendais à ce que tu le fasses à Atlanta, tout à fait, en Géorgie. Tu sais que rien à voir avec Atlanta, enfin si, rien à voir avec Atlanta, mais rien à voir avec la chronique. Il y a pas longtemps, là, dans les trucs de quiz, j'ai fait les plus grandes villes des États-Unis. Atlanta, c'est une petite ville. Mais non. Ah ouais? C'est pas si grand que ça. Directement Atlanta m'est venu en tête, j'ai rentré, et c'est même pas, je crois, dans les 20 villes les plus grandes des États-Unis. Ah ouais, pas dans les 20. Non, je te jure, gros. Pas mis dans le top 10, mais en top 20, ça m'étonne. Vraiment, j'ai été choqué. Mais voilà, donc tous les États-Unis Les États-Unis, putain. À Atlanta, à la rencontre de Ron Clark. Ron Clark, en fait, il trouvait que l'école c'était grave chiant. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a construit une où les élèves ils chantent et ils dansent, tout simplement. Oh, ça High School Musical, mais pour de vrai. Voilà, tout à fait. Donc Il là, est tellement frais, celui à droite. Celui à droite, il envoie du drip. Je suis à l'école, Il envoie du drip. Il se régale, là, il donc, fixe la cam. donc vous allez me dire, Nico, pourquoi il a fait ça? Eh bien, je vais vous répondre en fait. Ron, il y a 25 ans, il est devenu professeur, mais dans une zone très défavorisée de l'Amérique. D'accord. Pas du tout à Atlanta, alors je ne saurais pas non plus dire où c'était précisément, mais c'était assez défavorisé. Ok. Et dès ses premiers jours, ses élèves, ils ont montré, mais genre vraiment, bam, comme ça, qu'ils n'aimaient pas l'école, qu'ils trouvaient ça carrément chiant. Ah, Ils ok. voulaient pas ouvrir de livres. C'était vraiment la dèche. Et du coup, Ron, il s'est dit, ok, il faut vraiment faire la chose différemment. Un jour, il arrive en classe, il a pris une chanson populaire du moment, alors je ne saurais pas non plus dire quelle chanson c'est, mais il a modifié les paroles pour coller avec l'histoire-géographie. Ok. Et Donc il leur a fait un rap remix. exactement, exactement. Et puis les élèves, là, ils ont surkiffé. Quelques jours plus tard, quand ils montraient des planisphères genre de la Terre au final, mais aussi des États-Unis, ils arrivaient parfaitement à placer les États, les pays, grâce à la chanson, parce que c'est assez mémotechnique au final. Ouais. Tu sais que vous savez, tous nos parents ils savent ce que c'est 1515, tu vois. Ouais. Je leur dis 1515 Marignan parce que c'est dans une musique aussi, pareil. Il y avait une chanson Ah, à l'époque de nos darons. c'est pour ça. En gros, ils chantaient tous une musique pour se mettre dans la tête. Et c'est pour ça que tout le monde sait 1515 Marignan parce qu'il y avait la date dedans. Mais personne ne sait ce que c'est Marignan. Enfin, personnellement, de Marignan. Mais bon, je sais que c'est 1515. mais ça, c'est parce que, franchement, ça, je pense aussi parce qu'ils ils sont assez jeunes, les élèves. Moi, le prof d'histoire qui passe avec un rap d'histoire à 17 ans. Oui. Ouais, bon, alors. Vrai ou pas, Anaïs Arrête, c'est trop vite. Je pense qu'il y a moyen que ce soit très cringe. Je lâche un petit afrobeat, là, j'espère que vous êtes chaud. C'était le mec, il arrive avec sa chaîne hi-fi, là, il lance. Allez, alors Non, mais voilà, c'était avec des musiques qui marchaient du coup à l'époque. C'est comme si aujourd'hui un prof il débarquait et puis il remet le Sénigno pour faire de l'histoire-géographie, tu vois. Donc ça marchait, puis les élèves étaient grave contents. Et bon, vous connaissez un petit peu l'état d'esprit américain. Ron, il s'est dit, si je peux changer une classe, je peux changer une école entière. Je peux changer le monde. Alors, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a pull-up directement à Atlanta.
il a pris un entrepôt abandonné, il a construit son école. Oh le roi. Ah ouais. C'est que des chanteurs, quoi, du coup. Alors, on verra plus tard. Il danse, il me jongle et tout. On verra plus tard. Voilà, du coup, 4 ans de travaux. Et puis il l'appelle vraiment en toute modestie la Ron Clark Academy. Ça, c'est l'entrée, ça. Mais C'est stylé, par contre. C'est Poudlard en fait le truc. Non, mais c'est. Ils ont tous, moi j'ai vu des mecs avec un blason serpentard un peu. Et moi je confirme. C'est l'entrée de. Non, mais c'est une école à thème Game of Thrones, ça. Bah, tu vas voir parce que tu n'es pas au bout de tes surprises. Du coup, là, Ron Clark Academy, voilà, en toute modestie. Là-bas, les élèves, ils chantent, ils dansent, ils ont des maisons comme dans Harry Potter. Mais c'est Ils ont carrément Il avait raison. Je te dis, j'ai vu des mecs avec des blasons un peu. Par contre, c'est 70 000 € l'année, hein, donc il va falloir tousser très fort, mais. Enfin, je rigole, hein, mais j'en sais rien. J'allais dire à 70 000 balles l'année, il s'est un peu éloigné des pauvres. Des pauvres et des quartiers populaires. Ouais, là, on est plus les gars. C'est dingue. Attends, attends, mais t'es vraiment pas au bout de tes surprises. Ils ont des maisons comme dans Harry Potter, ils ont aussi des putains de dragons en fait. Mes frères. Ils ont des putains de dragons. Mais c'est l'école du siècle. Ils ont des toboggans. J'aurais kiffé avoir des toboggans dans mon lycée perso. Je sais pas vous. Toute ma vie. Mais j'aurais kiffé avoir des toboggans dans mon lycée. Il y avait une agora à la Martinière Mon Plaisir de Lyon 8. C'était déjà pas mal. Voilà, donc vous savez que voilà, Ron, l'état d'esprit américain, pour lui, les toboggans, c'est méga important parce que. Non, mais parce que. En fait, pour lui, il faut pas emprunter les sentiers battus, il faut pas aller sur la safe way, comme il dit, en empruntant les escaliers. Lui, il faut préférer l'aventure parce que, au final. Ah, j'ai pris mon toboggan. Au final, quand tu prends ton toboggan, c'est beaucoup plus fun que si tu prends les escaliers. Oh, le vendeur de formation, de développement personnel. Et c'est Aux États-Unis, tu peux faire ça. En France, ça marcherait jamais, tu vois. Les mecs te diraient ça, t'aurais pas un mec d'inspection, il serait en mode. Ouais, bof. Hein. Ouais, mais voilà, on peut voir aussi que ça marche carrément bien ce genre d'école. Il y a combien de gens Vas-y, je te laisse. Parce que 95% des élèves, ils vont dans un collège après. Ok. Ce qui est une stat énorme aux États-Unis. Okay. Je saurais pas dire la genre moyenne. Le passage avant le collège jusqu'à collège qui est du coup leur université, genre c'est pas ce taux de conversion habituellement. Non, du tout. Et puis même les élèves, ils apprennent beaucoup mieux. Tous les cours sont faits en chantant, en dansant. Donc après, je sais pas si c'est vraiment des vrais chanteurs ou des vrais intermittents du spectacle qui viennent faire ça. Mais la technique a l'air de marcher parce que 95% d'élèves qui vont dans un collège derrière après leur graduation, c'est insane. De toute façon, les résultats ont l'air énervés, mais moi, je pense à quoi? Je pense à ce prof qui a genre mal dormi, genre ça va pas bien dans sa vie. Il arrive 8h du matin, faut danser, faut chanter. C'est 8h. Alors, sa mère parlez juste, fermez vos gueules les mioches. Mais voilà, pour Ron, la méthode de Ron, elle est archi simple. En fait, il se dit que n'importe quel gamin devant lui, il peut devenir le futur président des États-Unis. Mais vu qu'il sait pas lequel c'est, on va tous les former de la même façon, au final. On va tous les mettre genre au top niveau. Et puis comme ça, genre, on pourra découvrir des potentiels dans chaque gamin. Okay. Et puis les gamins découvrent aussi leur potentiel à eux-mêmes. C'est vraiment un gourou. Il est hyper modeste comme mec, par contre. Ouais, j'avoue, c'est que quelqu'un a dit dans le chat, mais c'est vrai que ça fait un peu école LinkedIn. Hein. Ça fait très école LinkedIn, on va pas se mentir. Quand j'ai vu les interviews, c'est vraiment ça. Hein. Le mec, il débarque en chantant, il fait hey, salut, ça va et tout. Hein. Mais du coup, l'école, elle est payante ou pas, tu sais? L'école, je sais pas du tout. On est aux États-Unis, Anaïs. Oui, c'est les États-Unis, ouais, ça m'étonne pas. Du coup, je me demande à quel prix est ce truc. Ouais, c'est la question. D'ailleurs, je vous ai dit que vous n'étiez pas du tout au bout de vos surprises. En 2006, ça a été adapté en série télé. Oh my God. Avec Matthew Perry dans le rôle de Ron, qui est l'acteur de Chandler dans Friends, hein, vous le connaissez tous. Petite série télé de toute l'histoire de Ron. Je l'ai pas vue, mais après ça. Putain, tu prépares mal tes chroniques quand même. Ouais, non, mais je pense. Ça a l'air super bien, mais je l'ai pas vu. Je pense que ça va. Je connais l'histoire, j'ai pas besoin de la... Oui, c'est quand même un bon acteur. J'ai pas besoin de la revoir. Mais Matthew Perry, très bon acteur. Très bon acteur. Chandler, le S de la V en fait. Énervé. Du coup, voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Mais pour conclure, j'aimerais poser une petite question. Vas-y. Si vous étiez prof, quelle serait votre matière de prédilection et puis comment vous ferez pour l'enseigner? Petit débat ouvert. Si vous voulez. La question. Moi, prof d'histoire. Et je pense que j'intégrerais du matos, tu vois, du matériel. Type amener une tenue de chevalier, une épée, tu vois, tenue de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, histoire de faire un peu le truc un peu palpable, tu vois. Le truc RP dont t'as parlé tout à l'heure, ça avait l'air vraiment énervé. Mais moi, ça a utilisé à la fac aussi, ça. Alors, en fait, en gros, il y a un mec qui s'appelle Quentin Deluermoz et Saint-Garavelou, qui sont deux historiens qui ont écrit un bouquin qui s'appelle l'histoire du contrefactuel, l'histoire des possibles, et qui revient sur le fait que imaginez l'histoire si une chose s'était passée différemment. D'accord. Et en gros, ils ont une méthode pour faire interagir des groupes, des classes. C'est fait beaucoup aux États-Unis aussi,
où en gros ils mettent en RP aussi comme ça chaque participant en mode toi tu veux jouer un roi, toi tu veux jouer la reine, machin et tout. Et en fait ils les font interagir ensemble pour savoir si au final ils auraient pris la même décision que dans l'histoire ou si une différence aurait été faite. Je trouve ça incroyable. Voilà quoi. Donc c'est assez cool. Moi je dirais prof de sport. Même si on n'aurait pas dit. J'aurais fait prof de sport. Ou alors, sinon, histoire, franchement. Parce qu'il n'y a pas 150 autres matières qui me tiennent à cœur comme ça. Je pense que l'anglais, ça doit être assez cool d'être un prof de langue, en réalité, anglais aussi. Même si tu dois t'arracher les cheveux au moment d'apprendre le prétérit, do, did, douden. Les verbes irréguliers, tu chiales. En réalité, au moment de parler de. Genre, anglais, ça va être long, mais je pense que je serais prof de sport, ouais. Parce que les profs de sport, c'est toujours ceux qui sont bien aimés, les trucs un peu cool, la matière un peu sympa. Alors. T'as pas de devoir à gérer. Quand il y a, quand ils doivent faire des pyramides là, la gymnastique à chier là, donne envie de mourir, mais sinon franchement. Et comment tu ferais du coup pour faire aimer aux élèves du coup le sport au final? Pour faire aimer le sport aux élève. Ouais. Je leur ferais faire tout sauf de l'athlétisme. T'as bien raison. Parce que vraiment le sport que j'ai toujours trouvé à chier, c'était l'athlétisme. C'est ce qu'on fait quoi. C'est vraiment on court autour d'une piste. Quoi. Alors, sinon en réalité, je vais être honnête avec toi, j'ai été intervenant dans une école. Donc j'ai pu donner, et en général quand j'ai eu des élèves etc, ils m'ont toujours dit que j'étais assez intéressant dans la manière de parler, mais c'est notamment dû à mon métier. Et en fait c'est parce que j'aime beaucoup imager la chose et avoir un rapport au réel très fort en fait. Tu vois, genre j'ai un rapport au réel très fort, je leur dis très concrètement la chose, ce que tu peux ressentir aussi, j'ai pas peur de, tu vois. Et donc du coup j'aime bien essayer de faire en quelque sorte des mises en situation pour que la personne, quand elle t'écoute, c'est comme si elle vivait la chose que t'exprimais, tu vois. C'est super intéressant. Et pour moi, c'est bien. Alors, j'ai pas d'objets ou des trucs comme ça, ou de temps en temps, ça peut être cool. J'ai des screens, des exemples, mais voilà. Mais je pense que c'est surtout ça qui est très important pour moi. Tu vois, la mise en situation pour que le mec se croit dedans et a un rapport réel très vif avec ce que tu fais. Surtout pour le sport au final, parce que il y a au final, à part illustrer en faisant le truc demandé, il n'y a pas grand chose au final. C'est vrai. À faire. C'est vrai. Et toi, Anaïs, du coup, prof de quoi? Et puis comment tu ferais du coup pour le faire aimer aux élèves? Moi, je peux être la bibliothécaire à OCDI là. Incroyable. C'est toi qui ferais. Fermez vos gueules. Silence. Avec un chignon bien serré comme ça. Et vous me nettoyez le crayon à papier. Il me manque un livre là. C'est assez marrant. Bon, en tout cas, merci Nicolas pour ta première. Ça fait quoi ça vous aura plu. Merci. T'es un beau, t'inquiète, tu vas gagner en plus en assurance avec le temps et tout, tu vas être de plus en plus au point et ça fait plaisir de t'avoir ici. J'en doute pas. T'es un roi. Et bah écoutez les amis, sur ces quelques paroles, bah je vous remercie d'avoir suivi Loop. Merci le Rive d'être passé. Merci pour l'invitation, c'était très cool. Père, ça t'a fait plaisir franchement. Bah c'était très cool. Merci. En tout cas, les gens du chat, j'ai eu le sentiment qu'ils ont kiffé, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, c'est cool, parler d'histoire et tout, c'est vraiment chouette. On en fait régulièrement, que ce soit sur les live histoire ou sur des lives même. Des fois, c'est des sujets qui sont intrigants, on en parle régulièrement aussi en pré-live et tout, donc non, c'est très cool, merci de l'invitation. Dédicace à Nicolas également pour sa première, j'espère que ça t'a fait plaisir, ça y est, tu relâches un peu de pression. Bien sûr, et puis dédicace aussi à mes parents, ils sont sur le chat, vraiment je les ai vus, mes parents, mes grands-parents qui sont tous dessus. Ça fait plaisir. Du coup là, je vous embrasse à tous. T'es un roi Nico. Anaïs, merci encore une fois. Avec grand plaisir, j'aime toujours venir. Et bah, ça fait plaisir, on te retrouve soon de toute manière, c'est très cool. Bien sûr. On vous retrouve la semaine prochaine sur Loop pour une nouvelle émission. Il y aura Magla qui va passer, ça va être très cool. Sans doute Joël, on aura une chronique spéciale cinéma cette fois, la semaine prochaine. Ça sera superbe également. Je ne fais pas plus de vieux os, tout simplement parce qu'il y a OL West Ham dans 1h04. Je pense que vous comprenez que pour moi, il est important d'y aller. Foncez au stade, foncez au stade. Je vous remercie d'avoir suivi Loop encore une fois, comme d'habitude. Vous êtes des rois dans le chat. On se retrouve la semaine prochaine pour la 20e émission déjà. Incroyable. Gros cœur sur vous. Et on se dit à la semaine prochaine, les gars. Ciao.